Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle conférence du cycle Les agendas du politique. Ce cycle de débat est organisé par le LABEX Stepsis et les éditions de l'EHESS. Nous nous réunissons régulièrement en fait, pour questionner la société et pour avant tout promouvoir dans le débat public une parole et une écriture éclairée. Ce soir consacré au thème « La fin du monde ouvrier », nous accueillons Jean-Louis Fabiani, sociologue, directeur d'études à l'EHESS, qui va modérer le débat. Marion Fontaine, auteure aux éditions de l'EHESS du livre « Fin du monde ouvrier, historienne » à l'Université d'Avignon. Marine Tondelier, élue municipale d'opposition à Hénin-Beaumont. Et Julien Michy, sociologue à l'INRA, auteur « Le communisme des armées » aux éditions Agone. Je vous propose qu'il y ait un temps d'échange entre les intervenants et ensuite un temps d'échange avec vous. Merci beaucoup et bon débat. Bonsoir. Merci Agnès. Je suis très heureux de modérer ce débat qui sera divisé en deux parties. Comme on vient de vous le dire, pendant une première heure, c'est autour de la table que seront présentés et discuter les principaux points de cette question importante que je vais introduire. Et dans la deuxième heure, nous aurons une heure pour discuter ensemble de manière très libre, à partir évidemment des présentations qui auront été faites, mais aussi à partir de tout ce que vous voudrez bien apporter à la discussion. Alors, en deux mots, fin d'un monde ouvrier, point d'interrogation. C'est une question centrale dans les débats actuels. Il y a un peu plus de 15 ans aujourd'hui, Stéphane Beau et Michel Pialou ont publié un livre qui a fait date, dont le titre était « Retour sur la condition ouvrière ». Ils y analysaient les transformations de ce que j'appellerais provisoirement le groupe social des ouvriers, en gros depuis les années 60. Ils insistaient sur le fait que son invisibilité ne signifiait pas sa disparition. Et aujourd'hui, les ouvriers n'ont pas disparu. Ils prenaient en compte, évidemment, et on en reparlera beaucoup, l'ensemble des transformations de la production industrielle, de la situation des ouvriers dans l'espace urbain, etc., qui étaient aussi des éléments d'explication. Mais en tout cas, un de leurs lignes d'argument consistait à dire que les ouvriers étaient désormais sans classe ouvrière. Il y avait des ouvriers sans classe ouvrière. Ils étaient, au fond, privés de ce que je pourrais appeler l'ensemble des appuis matériels et symboliques qui leur fournissaient, naguère, et on pourra discuter au fond de la force de cet argument, ce qu'on pourrait appeler leur appartenance de classe. Alors, Beau et Pialou parlaient de la condition ouvrière, c'était un écho du livre de la philosophe catholique Simone Weil, La condition ouvrière. Et Julien Michy, qui est sociologue à l'INRA, qui est à ma droite, donc pour vous à ma gauche, chargé de recherche à l'INRA, dans son livre, insiste justement sur ces questions de sémantique qui ne sont pas, disons, anecdotiques. Doit-on parler de monde, comme dans le titre de l'affiche? Doit-on parler de classe, de conditions, ou, comme le dit Julien Michy, de classe populaire? Il y a tout un espace sémantique qui est aussi un espace de discussion, justement, que nous pourrons avoir. Alors, bien entendu, ces débats viennent dans une longue séquence qui a vu à la fois des transformations objectives de la classe ouvrière, mais aussi, disons, tout un travail qu'on pourrait dire idéologique, tendant à montrer que la classe ouvrière avait disparu, que l'on vivait désormais dans une société sans classe. Alors, depuis quelques années, évidemment, ce type d'argument a un côté très démodé, parce que l'accroissement des inégalités, la montée du chômage ont fait de cette espèce d'Éden sans classe. Vous vous souvenez peut-être, si vous avez fait de la sociologie, Mais où sont les classes sociales d'antan de Jacques Lottmann qu'on donnait à lire aux étudiants, un article très très célébré. Aujourd'hui, on est un peu revenu de tout ça, mais en tout cas, l'idée de la disparition de la classe ouvrière a aussi été un thème idéologique tout à fait important. Alors, bien entendu, au moins depuis 1851 ou 1852, je ne vais pas vérifier, en tout cas depuis le 18 Brumaire de Karl Marx, on sait que, en gros, l'homologie
des conditions objectives d'un groupe ne fait pas une classe. L'identité de leurs intérêts ne crée pas de communauté, comme l'avait fait remarquer Marx à propos des paysans dans le sac de pommes de terre. Il disait aussi dans ce même texte que les ouvriers urbains avaient manqué d'une avant-garde éclairée. C'est peut-être aussi une des dimensions que Julien Michy évoquera. Je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce que le monde ouvrier aujourd'hui? Qu'est-ce que sont les classes populaires? Que sont les classes dominées? Et peut-être aussi, puisque c'est un mot qu'on ne voit pas trop apparaître, je crois, dans des 2 excellents livres que je vous recommande et que je recommanderai aussi à Michel Sapin, puisque Michel Sapin a dit qu'il n'avait pas pu lire le Thomas Piketty parce qu'il était trop gros. Ces 2 livres sont à taille humaine, on dirait, à taille sapinienne. Et je les recommande en tout cas à notre ministre. En tout cas, ce que Tony Negri, après d'autres, je crois que c'est Alvin Toffler qui avait inventé le terme appelé le cognitariat, le précariat diplômé, jusqu'où peut-il entrer, disons, dans la recomposition de ces classes populaires, dans un moment où on est plutôt à parler non plus de disparition de la classe ouvrière, mais de disparition de la classe moyenne, terme, notion très très confuse. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de la classe ouvrière, mais plutôt intellectuel. Et le livre de Marion Fontaine est un livre, j'aurai l'occasion de le redire, pas ce soir, mais de l'écrire, est une remarquable histoire intellectuelle quasiment du dernier demi-siècle, surtout dans la première partie de l'ouvrage où beaucoup d'intellectuels, et non des moindres, se sont précipités sur Liévin et sa région. Et dans un moment, d'ailleurs, qui a été aussi un moment très hostile au PCF et à la CGT, ce qu'elle décrit de manière très, très fine. Et François Ewald, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, en présence ou à distance, Serge July, sont des acteurs de cette scène. Et cette question, je pense, est très importante. Et je finirai ma présentation là-dessus, mon introduction. Un de nos grands sociologues, il a aujourd'hui 84 ans, mais il est toujours actif et en forme, Jean-Claude Passeron, a dit un jour une phrase qui me pose qui devrait à nous tous poser des problèmes, c'est les intellectuels jouent entre eux quand ils parlent des classes populaires. Évidemment, la question de savoir quel est, et ce soir il y a un public qui n'est pas nécessairement entièrement membre de la classe ouvrière, mais peu importe quelle doit être la relation des historiens, des sociologues, des chercheurs en sciences sociales à leur public, proche et lointain. Peut-on justement sortir de ce jeu entre nous? C'est une des questions, évidemment, que ces 2 livres posent, puisqu'ils traitent d'un objet qui est, par définition, le plus éloigné, sociologiquement, socialement, de nos préoccupations quotidiennes. Alors, trois intervenants. Alors, je cite dans l'ordre de leur apparition, de leur intervention. Je leur donnerai la parole pendant un petit quart d'heure, disons. Donc, les 2 auteurs, Marion Fontaine, qui est maître de conférence à l'Université d'Avignon, qui a déjà travaillé sur cette région, qui a écrit un très beau travail autour du football, du RC Lens, et qui est aussi de l'histoire ouvrière et aussi de l'histoire sportive. Donc, qui commencera. Julien Michy, qui est sociologue à l'INRA, auteur aussi de Servir la classe ouvrière, sociabilité militante au PCF, aux presses universitaires de Rennes, c'est ça. Et enfin, alors, nous avons le grand plaisir d'avoir une interlocutrice qui, justement... Je n'ai pas écrit de livre. Mais c'est très bien. Je veux dire, ce n'est pas une condition pour s'exprimer, au contraire. Et donc, Marine Tondelier est élue d'opposition Europe Écologie Les Verts à Hénin-Beaumont. Donc, elle est au contact de réalités particulièrement difficiles, comme on l'a vu ces jours-ci. La question de la manière dont on représente les classes populaires est au cœur de nos discussions. C'est ce qu'avaient remarqué Beau et Pialou il y a pas mal d'années, au fond, parce que qui parle justement des classes populaires, c'est en général pas elle. Et évidemment, dans ce
dans cette présentation, dans la construction d'une imagerie, les médias ont un rôle central. Et évidemment, le prix qu'ils viennent de décerner au maire d'Hénin-Beaumont pose la question, évidemment, du travail qu'ils font dans ce domaine. Alors, donc, Marine Tondelier sera la troisième intervenante, et elle interviendra dans les mêmes conditions que les deux autres. Elle aura le même temps pour exprimer son point de vue, ses réactions sur ces deux livres et sur ces deux présentations, mais aussi sur sa propre expérience politique à Hénin-Beaumont. Voilà, donc je ne parlerai plus, je donne la parole à Marion Fontaine. Merci. Bonsoir à tous, pour commencer. Alors, je vais effectivement pas abuser de la parole, parce que je pense que le but est aussi que nous puissions discuter, et que nous puissions aussi discuter avec vous. Alors, simplement quelques éléments pour comprendre la manière dont, en tant qu'historienne, même si je vais y revenir dans un instant, c'est en tant qu'historienne du très contemporain, j'ai essayé d'interroger cette question de la fin, de la crise, de la déformation, si on veut prendre plusieurs termes, du monde ouvrier ou d'un monde ouvrier. Alors, dans le livre que j'ai terminé, je suis partie pour interroger cette question d'un groupe, d'un événement et d'un moment. Alors, le groupe, il est considéré comme l'un des plus emblématiques de la classe ouvrière au sens classique du terme, puisqu'il s'agit des mineurs. Donc, des mineurs qui sont une profession, une communauté, une classe pendant très longtemps, mais qui sont aussi, et c'est ce qui m'est apparu, et c'est ce qui apparaît, je trouve, et c'est ce qui a duré très longtemps, qui rassemble un ensemble d'images, parfois de fantasmes, les cauchemars de Germinal, les soldats de la nuit, aussi les archétypes et les héros du prolétariat, notamment au sein du mouvement communiste, qui a fait des mineurs, avec sans doute les métallos, en quelque sorte l'incarnation de la classe ouvrière telle que la définissait pendant longtemps le parti. L'événement, il est quasiment oublié aujourd'hui, enfin du moins il est très oublié à l'échelle nationale, même s'il est très présent encore à l'échelle locale. C'est cette catastrophe qui est survenue à Liévin, non loin de Lens, au cœur du bassin minier du Pas-de-Calais, le 27 décembre 1974, et qui fit 42 victimes, ce qui en fait la plus grave catastrophe minière française de l'après-guerre et l'une des plus graves dans le XXe siècle français. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette catastrophe, elle suscite au départ une forte émotion, d'autant qu'elle est télévisée. Enfin, c'est la première et l'une des dernières catastrophes minières télévisées. Elle ravive toute la figure et tous les fantasmes autour de la mine ogresse, marâtre que j'évoquais. Mais en même temps, l'émotion qu'elle suscite s'étiole très vite et elle ne parvient pas à entraîner, même s'il y a beaucoup de tentatives, une quelconque mobilisation durable. Et aujourd'hui, l'événement est quasiment tombé dans l'oubli. Vous en avez peut-être encore une petite trace dans le très beau film de Robert Guédiguian, Le promeneur du Champ de Mars, qui est consacré aux dernières années de François Mitterrand, et où on voit François Mitterrand, quasiment agonisant, se rendre au 20e anniversaire de la commémoration de la catastrophe de Liévin en 1994, et faire alors un discours qui interroge beaucoup dans sa bouche, et quand on connaît les deux septennats de François Mitterrand, rappelant tous les souvenirs des batailles ouvrières et appelant implicitement ses camarades à retrouver l'ancrage, le souvenir du monde ouvrier. Donc en quelque sorte, un événement à la fois très présent et en même temps qui aujourd'hui ne subsiste que par bribes, cet imaginaire ouvrier dont on ne sait plus trop quoi faire. Et enfin, un moment. Alors, le moment, si on dit 1974, évidemment, j'y ai pensé en commençant à travailler sur la catastrophe. 1974, dans la tête de tous les commentateurs, d'un certain nombre d'historiens, c'est très simple, c'est la fin des Trente Glorieuses et le début de la crise, cette espèce, sans qu'on sache d'ailleurs très bien toujours ce que peut recouvrir ce terme. Bon, en réalité, quand on regarde ce milieu des années 70, et quand on le regarde à l'échelle minière, il est beaucoup plus complexe. Et c'est déjà sans doute un premier indice. Pour le secteur minier, en fait, la crise, elle a commencé bien avant 1974. Le secteur minier est en crise depuis au moins le début des années 1960. En même temps, la zone a pu voir de nouveaux emplois industriels créés dans l'automobile. Donc, le nord des années 70, c'est pas cette espèce de crise monolithique, c'est à la fois des fermetures de mines, c'est en même temps de nouveaux emplois, ce sont même des espoirs de maintenir un certain nombre de puits ouverts.
Donc c'est déjà aussi cette idée que finalement cette tripartition, avant, dans les 30 Glorieuses, le monde ouvrier était uni, cohérent, la dynamique industrielle était là, et après tout est parti, tout s'est effondré. Déjà, ce qu'on voit dans les mines montre que c'est sans doute plus complexe. C'est aussi beaucoup plus complexe sur le plan des mobilisations et des représentations. Les années 70, je le répète, ont dans la mémoire collective l'image d'un temps de crise. C'est aussi un très grand temps d'insubordination ouvrière. Des historiens comme Xavier Vignat et d'autres l'ont largement montré. C'est un temps où coexiste toute une espèce de projet politique, aussi bien les rêves d'une nouvelle classe ouvrière, celle des opérateurs, des revendications qualitatives, de la contestation de la technocratie. Donc tout un imaginaire autour de comment reconcevoir la classe ou la condition ouvrière. Et en même temps, c'est le temps, Jean-Louis Fabiani y faisait allusion, des fantasmes prolétariens, des rêves ouvriéristes les plus exacerbés, notamment au sein de la gauche prolétarienne et au sein de toute une partie de l'extrême gauche, partie et y compris dans le bassin minier, puisqu'il y a toute une extrême gauche qui va être présente dans le bassin minier, partie pour reconquérir, retrouver, se retremper dans la classe ouvrière. Donc finalement, ce qui m'a intéressée, c'est que derrière les grands mots de crise, de faim, d'agonie, de désindustrialisation, c'est traqué justement une situation qui est en fait beaucoup plus brouillée, je pense, beaucoup plus indéterminée. Et par rapport à cette situation, pouvoir également trouver, Jean-Louis Fabiani l'évoquait aussi, la bonne distance. Alors la bonne distance, parce que ce sont d'abord, on parle de faits très contemporains, et j'en disais un mot avec Marine Tondelier, des faits qui au moins à l'échelle locale ne sont pas tout à fait morts. Par ailleurs, parce que ce qui est en jeu dans l'interrogation sur les classes sociales et dans l'interrogation sur la fin, la possible reviviscence d'un monde ouvrier, d'une classe ouvrière, d'un prolétariat, et si oui, comment, ce sont des enjeux qui sont encore, et qui sont plus que jamais, au cœur de nos sociétés. Donc comment est-ce que l'historien ou le sociologue, d'ailleurs le chercheur en sciences sociales, peut gérer cet environnement-là ? Comment aussi il peut gérer au plus près du terrain les demandes qu'expriment les acteurs, demandes de reconnaissance, demandes d'inscription dans le récit historique. Bon, il y a là, je pense, toute une série de questions. Bon, aujourd'hui, les historiens, de plus en plus, tendent à interroger le rapport qu'ils entretiennent avec leur objet. Je pense que, y compris quand on travaille sur le monde ouvrier, sur les classes populaires, sur les mobilisations ouvrières, il est nécessaire de s'interroger sur le rapport que nous entretenons avec ce type d'objet et sur la manière dont on peut l'aborder justement en historien, en sociologue et en tous les cas en chercheur. Donc pour en revenir à Liévin, j'indiquerai simplement les 3 pistes que j'ai suivies et je m'attarderai un tout petit peu plus longuement sur les 3 pistes qu'à mon sens permet de déceler l'événement et qu'il me semble possible, qui à mon sens résonnent vraiment jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a 3 choses qui m'ont frappée dans la catastrophe de Liévin et dans ce qui s'ensuit et qui se poursuit pour une partie durant toute la décennie 70. Donc, d'abord, ce mélange de continuité et de discontinuité. Si vous regardez les images de la catastrophe de Liévin, allez-y, elles sont sur le site de l'INA, on peut les voir très facilement. Vous avez l'impression que finalement, il y a tout un imaginaire minier, ces veuves qui attendent à la sortie des puits, ces annonces de victimes qui perdurent. Qu'on voit encore, puisqu'on a tendance un peu à l'oublier, s'il n'y a plus de mines en France, il y en a beaucoup, dans beaucoup d'autres endroits. Si vous avez vu, il y a une catastrophe minière en Turquie il y a l'an dernier, les images étaient exactement les mêmes. Donc d'un côté, le sentiment d'une espèce d'éternité du mythe ou de la condition minière, mais en même temps, quand vous regardez bien ce qu'il y a à Liévin, vous sentez bien la discontinuité. La discontinuité d'un groupe qui, en 1974, est déjà profondément écartelé, profondément atomisé, d'un groupe qui est en train de se réduire comme peau de chagrin, et d'ailleurs dans des formes et avec des conséquences qu'on verra, par exemple, plus tard dans l'industrie automobile ou ailleurs. Vous apercevez également que les discours qui entourent les morts de Liévin ont totalement changé de sens, notamment si vous faites la comparaison avec la grande aînée de Liévin, qui est la catastrophe de Courrières, qui en 1906 fit 1099 victimes. Ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez par exemple ce que dit Jaurès en 1906 au moment de Courrières, certes, il déplore la mort des mineurs, certes, il appelle à ce que les responsables éventuels soient jugés,
Mais en même temps, il considère que la mort des mineurs, c'est aussi quelque chose comme le sacrifice utile, enfin, disons qui a un sens, des héros de l'industrialisation triomphante. Que l'on meure à la mine, dit Jaurès, il faut l'éviter le maximum, mais peut-être qu'on continuera un peu à mourir, pardon. Et ces morts font partie de la lutte de l'homme contre la nature. Si vous regardez en revanche en 1974, il est très clair que pour la quasi-totalité des commentateurs présents, les morts de Liévin sont morts pour rien. Sont morts pour une industrie dont plus grand monde ne voit l'intérêt, et sont morts d'une manière qui semble totalement inadmissible. La mort des mineurs va mourir au fond, et cette mort brutale et cette mort massive, elle est désormais considérée comme inadmissible. Donc il y a d'abord toutes ces images qui entourent Liévin. Alors évidemment, la deuxième question que je me suis posée, c'est comment expliquer l'échec de la mobilisation et l'échec des mobilisations qui entourent Liévin. Est-ce qu'il faut pointer, puisqu'il n'y a ni grève, les tentatives militantes menées par la gauche prolétarienne échouent dans les mois qui suivent, et même les mobilisations qui tentent de se mener sur le plan judiciaire échouent également. Est-ce qu'à ce triple échec, il faut pointer ce que dit un numéro des Temps modernes de 1976, en grande partie dirigé par quelqu'un dont on parlait tout à l'heure, François Ewald? Est-ce qu'il faut en accuser l'inertie des masses ouvrières? En gros, ce sont les ouvriers, désormais les mineurs, qui seraient incapables de se révolter. Ou est-ce qu'il faut pointer ailleurs, par exemple l'éclatement du groupe, justement, et le renfermement sur les deuils individuels, ou encore le fait que dans ce qui reste des mineurs même, la mine n'est plus forcément considérée comme un avenir souhaitable, et que finalement les mineurs de 1974 misent, et ils peuvent encore le croire au milieu des années 70, sur le fait que la réindustrialisation aura lieu, et donc considèrent qu'il faut laisser les mines derrière eux. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir justement comment beaucoup de gens envisageaient de parler au nom des mineurs au milieu des années 70 et en même temps semblaient, enfin, c'était plus que de la déception quelquefois. Enfin, d'une certaine manière, quand il apparaissait que ces tentatives, pour une raison ou pour une autre, ne fonctionnaient pas, semblaient en être profondément désappointés et finalement en vouloir d'une certaine manière aux ouvriers. Alors, la troisième, mais je passerai rapidement, ce serait de voir que justement, si les mobilisations strictement politiques et militantes ont échoué à Liévin, on en voit quand même qui se forment. On voit des comités de victimes et des femmes de mineurs se mobiliser non plus au nom d'un statut ouvrier, mais quasiment au nom d'une condition de victime. Donc on voit de nouveaux types de collectifs, et Dieu sait si les collectifs de victimes auront de l'avenir dans les années 70. On voit également des militants de la CFDT, certes très minoritaires dans le Nord, mais qui ne sont pas ailleurs en Lorraine, esquisser d'autres types de mobilisations et qui, ceux-là, sont appelés à un bel avenir, c'est-à-dire des mobilisations autour, en général, des risques attachés à l'industrie, donc bien plus loin que les catastrophes, les questions de santé et de risque au travail, et des mobilisations qui, très largement, s'accomplissent ou se déploient sur le terrain du droit. Ce que continuent d'ailleurs à faire jusqu'à aujourd'hui les mineurs CFDT lorrains, qui ont fait condamner il y a 1 ou 2 ans les Charronnages de France pour faute inexcusable dans le déclenchement d'un certain nombre de cas de silicose. Donc on est au fond dans une situation où si on assiste bien à une déformation du groupe ouvrier minier, du triple point de vue, des formes du groupe, des types de mobilisation qu'il caractérisait et enfin des discours et des imaginaires qui l'entouraient, ça ne veut pas dire que dans le monde ouvrier, parce qu'on l'a dit aussi, il existe encore aujourd'hui un monde ouvrier, ne se développe pas d'autres types de mobilisation, sauf qu'elles prennent d'autres formes. Alors la deuxième, donc ce qui m'a permis de faire ma première remarque pour les choses qui peuvent porter jusqu'à aujourd'hui, la seconde, elle est, et ça m'a beaucoup frappée dans tout ce que j'ai pu observer à Liévin, c'est le repli de ce qui reste du groupe ouvrier sur le local. Bon, que les différents mondes miniers français aient une tendance longtemps au particularisme est bien certain. En revanche, pendant longtemps, et jusqu'aux années 70 à la limite, ces mondes ont été pendant longtemps traversés par des flux et des échanges nationaux et internationaux, ne serait-ce que par le biais des migrations, et leur identité comme leurs revendications ont eu une résonance nationale, ne serait-ce que par la voix du Parti communiste. Cela se voit encore un peu à Liévin, mais on observe que cette articulation du local et du national, elle se fait de plus en plus mal. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles toutes les mobilisations de Liévin échouent. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est absolument patent. Ce qui demeure de l'histoire ou de la culture minière est quasiment uniquement approprié
portée sur le plan régional, voire micro-local. Aujourd'hui, la mine semble être un élément, la dimension ouvrière n'est plus envisagée que comme élément d'une histoire, d'une quête d'identité individuelle ou de définition d'une identité locale. Alors, ce qui conduit à s'interroger sur la fameuse opposition du nous contre eux, qu'on a longtemps envisagé comme le principe fondamental de la classe ouvrière, le nous ouvrier contre le eux des autres. Je ne suis pas sûre qu'elle ait tout à fait disparu, mais il n'est pas impossible qu'elle ait pris, et on le voit bien démarrer dans les années 70, aujourd'hui une définition beaucoup plus territorialisée. Le nous des ouvriers, mais aussi le nous des petits, des locaux, contre le eux des Européens, des étrangers, des Parisiens. Enfin, je pense que la manière dont se pense l'opposition, parce que les principes d'opposition n'ont pas disparu, mais ce qui change peut-être aussi, c'est la manière dont se définissent les principes d'opposition et les conséquences politiques que peuvent avoir ce type de redéfinition. Puisque si vous redéfinissez une identité de manière relativement territoriale, ça peut poser un certain nombre de questions. Bon, la troisième chose, et je terminerai par là, on l'évoquait, Jean-Louis Fabiani évoquait le cas de Jean-Claude Passeron et de son très beau livre, écrit avec Claude Guignon, Misérabilisme, le savant et le populaire, Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature. Je m'interroge aussi beaucoup sur ce que sont les régimes de représentation aujourd'hui de la condition ouvrière ou du monde ouvrier. Il me semble qu'on est en fait face à deux uniques régimes de représentation. Au mieux, si l'on veut, les ouvriers sont décrits comme des perdants magnifiques, luttant non plus pour l'avenir, mais pour ne pas mourir. Le roman de Gérard Mordillat, Les vivants et les morts, je pense, est tout à fait symptomatique de ce type de perspective. Au pire, et il me semble que c'est cette représentation-là qui domine, c'est une représentation ultra-misérabiliste qui s'est imposée, constituant le monde ouvrier comme le territoire de l'archaïsme, du conservatisme moral, du racisme, etc., etc. En gros, les prolétaires sont désormais les nouveaux soutiers du Front National, comme un certain nombre d'analystes ne se font pas faute de le répéter régulièrement, en prenant d'ailleurs régulièrement l'exemple des anciens bassins miniers. Si vous regardez en général les articles de Libération, quand il faut parler du vote FN dans les classes populaires, une fois sur deux, Libération va les chercher dans les anciens bassins miniers. Donc ça conduit quand même à s'interroger sur la question aujourd'hui des formes de représentation et de la situation du monde ouvrier. Ce sont bien sûr un ensemble de données sociales, un ensemble de pratiques, de modes de vie qui ont évolué en partie, mais ce sont également tout un ensemble de discours et de représentations auxquels je pense qu'il nous faut désormais bien réfléchir, parce que peut-être que l'une des questions politiques qui nous est posée aujourd'hui, c'est la manière dont nous représentons, dont se représente dans les médias et d'ailleurs ailleurs, la condition ouvrière. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole à Julien Michy, sans attendre. Merci. Donc, je vais poursuivre sur cette question des recompositions des milieux populaires et de la faim dans le monde ouvrier. Donc, sur un angle un peu différent, puisque donc c'est sur l'angle de la crise du Parti communiste français, donc sous l'angle de la crise du mouvement ouvrier ou des organisations ouvrières. Donc, à partir d'un travail d'enquête sur le déclin du Parti communiste français dans différentes régions, et notamment des régions industrielles, en particulier donc dans le bassin de Longwy et dans la région de Saint-Nazaire. Et donc ça vient effectivement après un livre qui s'appelait « Servir la classe ouvrière » et qui portait sur les mêmes terrains, mais sur la période passée, donc sur la période d'essor et d'organisation du monde ouvrier jusqu'à la fin des années 70, alors que là, je pars de la césure qu'a rappelé Marion sur ces années 70. Donc pour essayer de voir quelle est l'évolution du rapport du Parti communiste français aux classes populaires. Et donc il faut commencer par rappeler la spécificité du Parti communiste français sur la scène politique française. Cette spécificité, c'est son ancrage dans les milieux populaires. Donc de la Libération aux années 70, donc il faut rappeler que c'est le premier parti de gauche, c'est un parti de masse, et c'est un parti qui est vu comme le parti de la classe ouvrière. Il s'autoproclame parti de la classe ouvrière, en même temps ses adversaires lui reconnaissent cette légitimité, notamment parce que ses porte-paroles sont issus du monde ouvrier.
Et plus généralement, les cadres du Parti communiste français ont œuvré à la promotion d'un personnel politique d'origine populaire. Et pendant un certain temps, cette organisation a réussi à bouleverser l'ordre social qui régit la politique française en propulsant des ouvriers, surtout, mais aussi des paysans, des petits artisans et commerçants, dans des instances de pouvoir qui étaient jusqu'ici réservées aux seuls représentants de la bourgeoisie. Et la force du Parti communiste français reposait sur le fait que ces militants ont accompagné la quête de reconnaissance du groupe ouvrier, en offrant notamment à ses membres un outil de valorisation identitaire, mais pas seulement, aussi un outil de valorisation sociale et de mobilité sociale. C'est-à-dire que les trajectoires militantes dans le monde communiste offraient une véritable mobilité à des ouvriers, mais aussi à des paysans qui avaient des scolarités courtes et dans le parti opéraient comme une instance de rattrapage scolaire. Donc il y avait un caractère ouvrier, un caractère populaire de l'organisation qui était important. Donc ce n'est pas simplement un constat sociologique, c'est aussi un mot d'ordre politique. C'est-à-dire que le caractère ouvrier de l'organisation, c'est un mot d'ordre politique des années 20 aux années 70. Ce n'est pas un aspect secondaire, c'est un aspect central. Toutes les discussions internes portent sur ça, sur le fait qu'il y ait une légitimité à être le parti de la classe ouvrière si on peut mettre en avant des racines ouvrières. Donc ce caractère ouvrier de l'organisation, ça répond à la nécessité d'inscrire le projet politique d'émancipation des classes populaires dans l'organisation. Donc ce n'est pas simplement attendre la prise du pouvoir, mais c'est faire en sorte que l'organisation soit déjà dominée par des représentants du monde ouvrier. Et en cela, le Parti communiste français a favorisé la structuration politique de la classe ouvrière. On pouvait parler, donc c'est pour ça que c'était le titre de mon livre précédent, de classe ouvrière, dans ces années 50 et 70, parce qu'effectivement, la classe ouvrière était structurée sociologiquement comme une classe, mais aussi politiquement avec des organisations, avec des municipalités ouvrières, avec des députés ouvriers. C'est-à-dire que la notion de classe ouvrière était travaillée idéologiquement par des organisations. Or, le déclin du Parti communiste français depuis la fin des années 70 s'accompagne d'un déclin de son ancrage dans les milieux populaires. C'est-à-dire que progressivement, les militants d'origine populaire, donc ouvriers mais aussi employés, se font d'autant plus rares que l'on monte dans la hiérarchie de l'organisation. C'est-à-dire qu'il y a une inversion de ce qu'il y avait par le passé et un alignement relatif sur le mode d'organisation classique, c'est-à-dire que les catégories populaires sont plutôt marginalisées dans l'organisation. Donc bien sûr, rien n'est comparable. On ne peut pas comparer ces processus avec ce qui se passe dans les autres organisations qui sont depuis déjà très longtemps qui recrutent déjà depuis très longtemps leurs dirigeants parmi la bourgeoisie culturelle ou économique. Mais ce décrochage du Parti communiste français à l'égard des milieux populaires a une résonance particulière, puisque ce parti se revendiquait historiquement de la lutte des classes. Alors tout mon travail dans cet ouvrage, c'est essayer de comprendre pourquoi il y a cette évolution. Et en rappelant bien sûr d'abord que le facteur essentiel, c'est ce que l'on a commencé à évoquer, le facteur essentiel est interne au milieu populaire, c'est parce qu'il y a des transformations des conditions de vie et de travail, notamment du groupe ouvrier depuis les années 70, qu'il y a un déclin de cette organisation dans les milieux populaires, puisqu'il y a un éclatement de la classe ouvrière avec une fragilisation autour de la précarité, du développement du chômage qui touche surtout les ouvriers. Donc il y a une certaine cohésion sociale qui était notamment donnée par les ouvriers qualifiés de la métallurgie qui décline. En même temps, la crise du Parti communiste, elle ne peut pas être attribuée à une hypothétique disparition des ouvriers, puisque ceux-ci représentent toujours près d'un quart de la population active. Et surtout, la décrue du Parti communiste français au début des années 80 est bien plus rapide que l'érosion de la classe ouvrière. En plus, si le groupe ouvrier décline, le groupe des employés, lui, augmente fortement à partir de la fin des années 70. Il augmente fortement, non pas du côté des classes moyennes, des employés de bureau comme on l'a cru auparavant, mais du côté du salariat d'exécution de services. En gros, ce sont des ouvriers de services qui se développent à partir des années 70 dans le cadre d'une féminisation du salariat. Et donc, en gros, ouvriers et employés restent majoritaires dans la population active, mais il y a une mutation de leurs conditions de vie et de travail, notamment du côté de la relégation spatiale, on y reviendra peut-être, mais surtout du côté de la division des collectifs de travail qui font en sorte que l'engagement est plus difficile.
Donc indépendamment du cas du Parti communiste français, les conditions qui étaient propices à une certaine action collective, notamment sur le lieu de travail, sont remises en cause. Et c'est pour ça que le syndicalisme décline précocement, avant même le déclin du Parti communiste français. Donc il y a bien un affaiblissement du Parti communiste français qui correspond en fait à une crise du mouvement ouvrier. C'est un élément de la crise du mouvement ouvrier. Donc ça, c'est à mon avis la logique la plus importante. Mais c'est aussi la logique la plus connue. C'est pour ça que dans l'ouvrage, j'ai voulu surtout mettre l'accent sur d'autres types de facteurs, c'est-à-dire sur les facteurs internes. C'est-à-dire qu'il y a aussi des transformations internes à l'organisation qui font que le maintien ou l'arrivée de nouvelles catégories populaires est de plus en plus difficile à partir surtout donc, de la fin des années 70. Puisqu'à mon sens, il serait réducteur d'envisager le déclin de ce parti sous le simple aspect d'une évolution mécanique, c'est-à-dire le simple reflet dans la scène politique d'une évolution sociale. Rien n'est automatique. Comme auparavant, il y avait un travail de mobilisation, d'organisation et de politisation des ouvriers et des classes populaires de manière générale autour de la classe ouvrière, en même temps, il y a là un travail d'organisation et de mobilisation qui n'est plus fait ou qui est fait différemment et qui constitue un frein à l'engagement des classes populaires dans cette organisation. On peut évoquer le discours, avec notamment le fait que la référence prioritaire à la classe ouvrière et plus généralement aux classes populaires décline. Donc c'est surtout fort à partir de la fin des années 80 et au début des années 90, où le Parti communiste français n'entend plus représenter prioritairement les classes populaires, mais la société française dans sa diversité. C'est-à-dire qu'il y a une lecture de la société en termes de classe qui s'efface derrière des thématiques humanistes autour de la participation citoyenne, de la recréation du lien social. Donc on retrouve une rhétorique que l'on retrouve aussi ailleurs dans le monde associatif et qui n'est pas singulière au Parti communiste français. Ce qui est crucial à mon sens, ce n'est pas tant que le Parti communiste français ait abandonné la référence à la classe ouvrière, puisque celle-ci n'a effectivement plus la même pertinence aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans, mais ce qui est crucial, c'est le fait que ses représentants aient eu tendance à délaisser la réflexion sur les rapports de classe et l'organisation de la lutte par ceux-là même qui subissent la domination, puisque c'était l'originalité du Parti communiste français. Et par conséquent, ces dirigeants ont éprouvé des difficultés à prendre en compte les classes populaires contemporaines. Dans l'ouvrage, j'évoque notamment le cas de la distance aux nouvelles générations populaires issues de l'immigration, mais on peut prendre aussi l'exemple des femmes qui est intéressant, puisqu'il y a une forte féminisation du Parti communiste français à partir de la fin des années 70. La parité est obtenue dans les organes dirigeants dans les années 2000. En même temps, cette féminisation elle ne se fait pas dans le cadre d'une réflexion sur le recrutement militant des femmes des milieux populaires, donc en lien avec les nouveaux visages du salariat d'exécution que j'ai évoqué, puisque ce salariat d'exécution concerne les agents de service des collectivités, les employés de commerce, les aides-soignantes, le personnel des services à la personne. Or, la féminisation très forte du Parti communiste, elle se fait surtout du côté des fractions non populaires de ce salariat, c'est-à-dire des franges les plus diplômées, professions intermédiaires, de l'éducation et de l'animation socio-culturelle, et surtout cadre de la fonction publique. Donc il n'y a plus cette réflexion, et il n'y a plus donc la question de la représentation militante des classes populaires qui était centrale avant et qui devient secondaire. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de classe populaire au sein du Parti communiste français dans les années 90 et 2000, c'est avant tout sous l'angle des enjeux électoraux. Le but, c'est de reconquérir électoralement les classes populaires, mais pas spécialement de faire en sorte que les dirigeants ou les élus soient issus de ces milieux. À mon sens, c'est lié au rejet du stalinisme, puisqu'il y a la volonté de mettre en avant une nouvelle image. Donc on rejette le stalinisme qui est associé à l'ouvriérisme, et donc on rejette la priorité qui était accordée aux classes populaires. Donc ça, c'est une évolution dans l'ordre du discours. On peut évoquer aussi une évolution plus importante encore dans le cadre des pratiques militantes. Dire que c'est la façon même de s'organiser au sein de l'organisation qui rend difficile la promotion des adhérents issus des milieux populaires. En effet, les dispositifs de formation, de sélection des cadres militants d'origine populaire sont progressivement abandonnés dans les années 90, donc sous l'effet d'une baisse des effectifs militants, mais aussi sous l'effet, là encore, d'une remise en cause des pratiques associées au centralisme démocratique. C'est-à-dire qu'on rejette le passé stalinien, en même temps, il y a une suspicion générale sur les structures militantes qui sont perçues comme des formes d'embrigadement, et les écoles, par exemple, qui avaient un rôle très important de promotion interne, perdent leur fonction d'éducation populaire. Et en général,
Donc on ne met plus l'accent sur les origines sociales des militants, ça devient secondaire, c'est même pratiquement illégitime d'en parler alors que c'était central dans les discussions passées. Et le résultat tout naturel, c'est que les logiques sociales et élitistes de fonctionnement de la vie politique se reproduisent au sein de l'organisation. C'est-à-dire que comme dans les autres partis, on trouve une domination progressive des professions intermédiaires et des cadres des administrations publiques et des entreprises publiques qui prennent le pas sur les catégories populaires. Donc ce sont ceux qui ont le plus de capital culturel, ceux qui sont vus comme les plus compétents dans le métier politique, qui sont valorisés dans les réseaux communistes. Donc à l'instar des collaborateurs d'élus, des directeurs de cabinet, des cadres technico-administratifs, des chargés de mission. Et là, on retrouve le processus que Rémi Lefebvre et Frédéric Savicki avaient analysé pour le Parti socialiste. Donc c'est à un degré relativement moindre, on y reviendra peut-être. Ce n'est pas complètement les mêmes profils sociaux, mais c'est la même évolution. Et ce qu'on observe donc au niveau local, c'est l'émergence d'un nouveau groupe central au sein du Parti communiste français. Auparavant, il y avait des permanents d'origine ouvrière qui avaient commencé à militer dans les syndicats et qui avaient suivi les écoles internes. Ils dirigent les fédérations communistes jusque dans les années 80 et progressivement, ceux qui apparaissent comme nouveau groupe central, ce sont les cadres de la fonction publique territoriale. Pour faire simple, on passe progressivement des usines aux collectivités locales, donc de cadres d'origine ouvrière, à des cadres territoriaux. Donc il y a une restructuration du communisme contemporain autour des collectivités locales et non pas autour des réseaux syndicaux qui deviennent de plus en plus secondaires. C'est-à-dire qu'une matrice essentielle à l'engagement communiste, celle de l'expérience des inégalités sur le lieu de travail, celle de l'engagement syndical à la CGT, s'érode. Et le dernier dirigeant national à être passé par la CGT, c'est Georges Marchais, alors qu'ensuite, le profil des nouveaux dirigeants, donc notamment Robert Rue, donc qui devient secrétaire général en 1994, ce sont des profils associés aux collectivités locales. Robert Rue est le premier maire à devenir dirigeant du Parti communiste français. Il a fait toute sa carrière en interne en représentant donc l'Association nationale des élus communistes et républicains. Donc c'est la même chose pour Marie-Georges Buffet, on pourra peut-être y revenir, mais ce qui est important, c'est que les collectivités locales deviennent centrales et progressivement, donc, ce sont les enjeux électoraux qui vont dominer au plan national, mais aussi au plan local, puisqu'une évolution très importante de la fin des années 90, c'est le fait que les cadres d'appareil changent complètement. Auparavant, les cadres des fédérations étaient des permanents, donc d'origine ouvrière, qui étaient rétribués par l'appareil. Leur mission, c'était d'organiser le parti et les réseaux militants dans le territoire. Or, à partir de la fin des années 90, les dirigeants ont pour consigne de se présenter sur les listes aux élections régionales, aux élections départementales, si bien qu'ils deviennent élus. Donc on n'est plus face à des permanents dits politiques, comme on les appelait avant, mais face à des permanents élus. C'est-à-dire qu'ils sont rétribués par leur mandat, par leur collectivité locale et non plus par le parti. Donc c'est important puisque les cadres d'appareil précédents avaient un rôle d'organisation de la sociabilité communiste locale, alors que là on est sur un sous-groupe qui devient central, qui est celui des élus qui ont un mandat en étant en plus sur des listes associées avec le parti socialiste. Et ça permet d'expliquer ce que tu disais, Marion, sur le localisme, c'est que progressivement, il y a un éclatement des sociabilités communistes locales. Donc il y a les élus qui vont gérer leur mandat, les syndicalistes ouvriers qui vont militer dans leur entreprise, les militants intellectuels qui vont militer dans les réseaux de attaque ou du monde diplomatique, des bénévoles d'origine populaire qui sont au Secours populaire français ou à l'Amicale des locataires, avec un éclatement et une dépolitisation. Alors qu'avant, ces cadres d'appareil, ils avaient une fonction idéologique très forte pour ressouder ces différents sous-groupes autour de l'identification au parti et autour de la lutte des classes. Donc progressivement, cette question de la lutte des classes et de l'idéologisation des engagements devient secondaire, et on est sur des engagements thématiques qui sont thématiques. Donc ça peut être la Palestine, le logement, les conditions des salariés, mais c'est aussi segmenté d'un point de vue social, puisque les militants intellectuels sont dans leur réseau, les cadres dans leur réseau et les militants ouvriers du côté des syndicats. Donc cet éclatement, il est important sur le rapport des intellectuels et du monde politique au monde ouvrier. Donc les savoir-faire techniques gestionnaires deviennent centraux dans le profil des nouveaux dirigeants communistes. Et cette évolution, elle reflète la professionnalisation de l'administration
communales et intercommunales qui fragilisent les classes populaires. Donc là encore, c'est des évolutions qui sont à la fois internes et externes. C'est parce qu'il y a une professionnalisation de la vie politique locale qui met à distance les classes populaires que on retrouve ce mouvement au sein du Parti communiste français. En même temps, pour terminer, il faut relativiser. Dès qu'on fait une comparaison avec les autres partis, y compris les partis de gauche et écologistes, on voit que cette distance à l'égard des classes populaires que j'ai mise en avant, elle est importante si on compare par rapport au passé ouvrier du Parti communiste français, mais dès qu'on fait une comparaison avec le Parti socialiste ou même les Verts, on se rend compte que le Parti communiste français est encore un des rares partis avec une base populaire importante. Et j'ai parlé donc des cadres de la fonction publique territoriale qui jouent vraiment un rôle central dans l'ensemble des fédérations aujourd'hui. En même temps, ils ne sont pas représentatifs de ce que l'on retrouve ailleurs. C'est que souvent, ils sont issus d'origine ouvrière et de milieux populaires. Et ils ont une mobilité sociale forte par cette accession à des postes de cadre dans la fonction publique ou parapublique. Sauf que cette mobilité sociale, elle se fait maintenant en externe et dans un univers spécialisé politique, alors qu'avant, c'était plutôt en interne, en devenant permanent de la CGT ou du Parti communiste français. Mais dans tous les cas, ces évolutions politiques, donc observées au sein du monde communiste, elles contribuent à la marginalisation politique des ouvriers dans la période récente et à la disparition de la classe ouvrière comme classe politique mobilisée. Donc c'est aussi un des aspects à prendre en compte si on veut comprendre la fin d'un certain monde ouvrier. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, ce minutage parfait. Julien a évoqué les Verts à la fin de son intervention. Donc c'est une transition toute naturelle pour laisser la parole à Marine Tondelier. Oui, donc moi, comme vous l'avez précisé, je suis élue municipale à Hénin-Beaumont et je précise bien d'opposition avant que les gens fassent une crise cardiaque, même si ce sont maintenant les meilleurs élus, ils sont primés pour leur fantastique manière de gérer la ville. Donc peut-être qu'en fait, je devrais juste dire que je suis élue municipale à Hénin-Beaumont. Alors il y a beaucoup de sujets. C'est vrai que là, du coup, je ne sais pas trop si je dois parler des mineurs, des ouvriers, de mes collègues communistes qui sont également élus avec moi dans l'opposition, puisqu'on avait fait une liste derrière le maire sortant qui était divers gauche avec des socialistes, des écologistes et des communistes. Le parti de gauche n'a pas souhaité venir. Il y a eu une explosion du front de gauche au moment de la fusion de listes à 5 jours avant le dépôt des listes. Mais donc, effectivement, je côtoie le PC d'Hénin-Beaumont beaucoup plus qu'avant et beaucoup de choses que vous disiez font écho dans ma mémoire. Et puis, il y a évidemment le Front National, parce que quand on explique l'effondrement du PC, derrière, en lumière, il y a le Front National qui surgit. Et effectivement, ça, je le vis au quotidien. Donc, peut-être pour commencer, d'où je vous parle. Moi, je suis écologiste. Alors c'est vrai que quand on parle, et vous l'avez un peu dit, quand on parle écologie, vote ouvrier, ça fait un peu marrer. D'ailleurs, j'ai un collègue écolo dans la salle, c'est simple, c'est le seul qui se marrait quand on parlait du vote ouvrier et des écolos, parce qu'effectivement, caricaturalement, on se dit que ça colle pas bien. Et j'en reparlerai parce qu'effectivement, on a un gros problème avec ça et qu'on a parfois du mal à comprendre, mais dont on connaît les raisons. Et puis, alors je suis pas sociologue, pas du tout. J'en ai fait un peu, mais du coup, j'aurai un discours très de terrain. Ce sera vraiment un témoignage. Je ne chercherai pas à conceptualiser tout ça. Je vous livrerai les expériences. Par contre, je suis du bassin minier. Alors effectivement, Hénin-Beaumont, je ne sais pas depuis combien de générations ma famille y est, mais en fait, comme c'est tellement bien, personne ne part jamais. Donc effectivement, je suis depuis plusieurs générations. Je ne suis pas du tout fille de mineur, mais j'ai un côté de ma famille qui était pharmacien, donc pas du tout fille de mineur. Et l'autre côté, mes autres grands-parents étaient agriculteurs. Alors là, c'est la terre. Et Hénin-Beaumont, pour la petite histoire, parce que peu de gens le savent, il y a Hénin-Liétard, donc effectivement les mines et tout ça, et il y a Beaumont-en-Artois qui est un village des champs en fait à côté et qui au moment des fusions de communes dans les années 70 fusionne. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le vote FN, c'est pas que la partie ouvrière de la ville, et d'ailleurs le plus haut score FN aux européennes, c'était 68% dans ce bureau de vote là, c'est la partie Beaumont, c'est-à-dire donc c'est mes grands-parents agriculteurs, mais c'est pas eux, mais c'est leurs voisins, et c'est la partie qui se sent aussi, ils ont fusionné, ils étaient pas contents, et puis ils veulent leur identité parce que maintenant on a bétonné les champs pour faire Ikea et tout ça. Donc c'est vrai que souvent les gens disent Hénin-Beaumont, c'est les mines, c'est tout ça, mais l'électorat FN, c'est pas que la partie dite ouvrière. Alors, effectivement, tu parlais de l'écho un peu culturel, des mines, etc. Aujourd'hui, moi, c'est vrai, j'ai un arrière-grand-père qui était dessinateur dans les mines. Je suis pas d'une famille de mineurs de génération en génération, mais c'est vrai que quand on a grandi là-bas, c'est à tous les étages. C'est à tous les étages et on s'en rend pas compte sur le coup parce qu'on est là-dedans et on pense que c'est partout pareil. Et sauf qu'en fait, quand on arrive pour travailler ou pour faire ses études, d'abord à Lille, puis à un moment à Paris, on prend la distance, on se dit ah oui, quand même, c'était spécial et il y avait cette vraie culture des mines qui
qui est très affectif, très émotionnel. Et effectivement, quand tu parles, ça fait vraiment écho. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi là-dedans. Alors, il y a la catastrophe du Liévin. En plus, il y avait l'anniversaire là, le 27 décembre avec Manuel Valls qui vient, etc. Et c'est vrai que alors, il y a le numéro spécial de La Voix du Nord, édition spéciale de France 3 régionale. Et quand on voit ces images, c'est à la fois loin et pas loin. C'est-à-dire que les mines, pour nous, c'est fini. Mais on voit quand même des veuves de mineurs qui ont 50 ans. Et une dame qui, à 20 ans, avait perdu son mari et qui a couru, qui raconte, comme si c'était hier, j'ai couru et cherché les noms et puis ils étaient dessus. Et donc j'étais veuve à 20 ans avec mes... Enfin voilà, c'est encore très très proche. Et ces gens, ils sont encore là pour témoigner. Donc forcément, c'est comme si c'était hier, entre guillemets. Ensuite, il y a une autre catastrophe d'ailleurs dont on a parlé tout à l'heure, c'est celle de Courrières. Alors ça, c'est vrai que quand on apprend à l'école, moi Courrières, c'est la ville juste à côté d'Hénin-Beaumont. Et là, c'était combien de morts, tu dois savoir toi? 1099 en une minute, quoi. Et c'est vrai que ça, les commémorations sur Courrières, quand on l'apprend à l'école, la Seconde Guerre mondiale, on voit pas trop, on nous explique, on arrive. C'est vrai, hein, ce que je dis, c'est que la Seconde Guerre mondiale, c'est tellement énorme qu'on n'arrive pas trop à s'identifier. Mais Courrières, la ville à côté, 1000 morts en une minute, c'est très parlant, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un truc aussi très prégnant. Alors, il n'y a pas que des catastrophes non plus. Il y a la mémoire. Alors, il y a le musée de la mine de Leeuwarden. Alors ça, c'est tous les ans le voyage de classe parce que c'est pas loin, donc ça coûte pas très cher. Et donc, on a le casque, on a un faux coup de grisou à un moment, donc dans la visite on vous fait le faux coup de grisou, le petit train de la mine, la lampe de mineur. Alors là c'est génial. Il y a quelque chose aussi qui revient tous les ans, c'est la Sainte Barbe. Alors la Sainte Barbe, c'était la sainte patronne des mineurs, pas que des mineurs, des pompiers, des artificiers, et donc ça, la Sainte Barbe, c'est là le défilé dans la ville avec la statue de la Sainte Barbe brandie par les mineurs à l'avant, et puis tout le cortège politique, etc. C'est vraiment quelque chose de très prégnant. Et puis après, il y a tout le folklore. Donc, il y a le RC Lens. J'ai vu que tu avais écrit du coup un livre dessus. J'irai l'acheter parce que ça m'intéresse. Il y a Germinal, Renaud. Enfin, il y a des personnalités comme ça. Renaud, il a fait un album en ch'ti. Voilà, ça y est, il est adopté et il repartira jamais. C'est vraiment la culture populaire du Nord. Et puis aujourd'hui encore, il y a des traces au quotidien. Alors il y a l'immobilier, tu en as parlé un peu, tu as parlé de l'urbanisme des quartiers un peu à l'écart des quartiers PC. Il y a ces anciens corons. Alors maintenant, acheter une maison des mines ou habiter une maison des mines, c'est hyper tendance. C'est-à-dire que là, c'est le comble du hype. Alors il y a les maisons, il y a les anciens corons. Donc là, bon, c'est plutôt des logements sociaux, mais il y a les anciennes maisons de maîtres, d'ingénieurs des mines, où là, ce sont des grandes maisons en briques et c'est hyper coté en fait. Donc ce patrimoine revient à la charge. Et puis, il y a ces quartiers. Alors, ces quartiers relégués à Hénin, c'est la cité d'Arcy. Vous en avez peut-être entendu parler parce que dès qu'un journaliste de la presse bourgeoise parisienne vient à Hénin-Beaumont, l'UFN l'emmène à la cité d'Arcy prendre des photos. Alors, la cité d'Arcy, c'est un peu à côté d'Hénin. C'est Hénin. Mais déjà, les gens d'Arcy, quand ils viennent dans le centre-ville, ils disent « je vais à Hénin » parce que pour eux, ils n'y sont pas vraiment. Et ces anciennes cités qui, vous savez, étaient conçues pour qu'on puisse, en cas d'émeute, les fermer en 3 minutes. Donc, c'est des sortes de raquettes, et puis au bout, il y a une rue comme ça, et puis au bout, ça se rétrécit, puis on pouvait faire tomber une grille. Et ça, c'est vrai, ce que tu racontais, c'est très vrai, c'est que c'était des quartiers entièrement PC. Le PC, je pense qu'ils connaissaient les gens dans toutes les maisons. Et puis en 20 ans, c'est la fête à Steve-Briouat. Et d'ailleurs, le FN mise toutes ses cartes sur ces quartiers-là où c'est très facile pour eux. Et puis, dans la réalité, alors il y a le paysage aussi, parce que c'est sûr que quand vous avez peut-être déjà été en TGV de Paris à Lille, Hénin-Beaumont, c'est simple, c'est le gros terri à côté duquel vous passez en face du Ikea. Et c'est vrai que ça, c'est quand on est petit, alors il y a beaucoup de gens en plus qui partent pas en vacances, mais moi quand je discute avec les copains d'une génération où vraiment les gens partaient pas beaucoup en vacances, ils nous disent on partait en bus, en classe de neige ou je sais pas quoi, et on rentrait, c'était long la route, et tout d'un coup on voyait le premier terri et on savait qu'on était rentré chez nous. Et ça, c'est vrai que ce paysage, et d'ailleurs le geste fort, c'est qu'il a été classé à l'UNESCO il y a pas longtemps. Il y a 1 ou 2 ans, tout le patrimoine minier, tout le paysage minier a été classé à l'UNESCO. C'est-à-dire les terris, les églises, les écoles, les maisons, tout. Et ça, c'est un truc qui a vraiment ravivé la fierté locale. Et puis alors plus récemment, ça c'est le sujet qui fâche du moment, c'est les gaz de houille. Alors les gaz de houille ou gaz de couche ou gaz de mine, c'est comme des gaz de schiste. Mais en fait, c'est l'équivalent dans les endroits où il y avait des mines. Et alors, c'est le gros sujet du Parti communiste du moment. Ils essayent de se refaire une virginité sur l'histoire sur l'héritage minier, cette culture encore très vive. C'est qu'on explique qu'on va exploiter les gaz de houille.
Et que du coup, c'est comme si un peu, on ne va pas vraiment réouvrir les mines, mais on va exploiter et ça fera des emplois, etc. En vrai, c'est 1 emploi par puits, il y en aura 4, donc ça fait 4 emplois, c'est mieux que 0, mais voilà. Et il y a de grosses tensions, bien sûr, parce que vous imaginez que nous, les écolos, on n'est plutôt pas du tout pour, et que côté communiste, on ravive tout le folklore pour montrer que les écolos sont vraiment méchants. Donc voilà, alors tout ce patrimoine minier encore très, très prégnant, cette fierté, etc., le FN, effectivement, le manie très très bien. Pourquoi le manie bien ? Je vous donne un exemple. Juste après leur élection, c'était la fête de la musique, très attendue bien sûr, parce qu'on s'était sûr qu'ils n'allaient pas inviter Yannick Noah, mais ils invitent, ils organisent. Alors c'était en 2 parties, il y avait hommage à Renaud et hommage à Bob Marley. Et la partie hommage à Renaud, c'était un chanteur d'Alain Beaumont d'ailleurs, qui est spécialiste, qui reprend toutes les chansons de Renaud. Renaud, c'est quand vous voyez le symbole. Et en plus, bien sûr, il y a le quart d'heure où il fait toutes les chansons en ch'ti. Et voilà. Et les vœux dimanche matin, les vœux du maire, du meilleur élu local de France, c'était la chorale des chœurs miniers de Douai, avec 50 personnes sur la scène qui chantent lampisme, lampiste, enfin tous les chants ch'tis avec tout le monde qui applaudit dans la salle. J'ai les vidéos dans mon portable si vous voulez. Et donc c'est vrai qu'ils savent très bien agiter ça. D'ailleurs, Steve Riwa, il y a 10 ans, quand il commençait, le slogan c'était Steve Riwa, l'enfant du pays. Et toujours mis en valeur, fils de mineur, petit-fils de mineur, comme beaucoup de leurs adjoints d'ailleurs. Et donc ça, c'est vrai qu'ils ont toujours beaucoup joué là-dessus. Alors les autres aussi essayent, mais ça marche moins bien. Je sais que pendant la campagne des législatives, le député socialiste, qui d'ailleurs il a gagné à la fin de la campagne, de justesse, mais il a gagné, Elisabeth Guigou vient pour aider dans la campagne, puisque chacun ramène ses copains pour essayer de faire quelque chose dans cette campagne. Et on n'a jamais bien compris pourquoi, mais elle se fait accompagner d'un mec déguisé en mineur avec du noir sur sa tête, qui fait tout le marché derrière Elisabeth Guigou. Et donc, c'est un peu bizarre quand même. C'est-à-dire que les gens disent mais c'est pour se foutre de notre gueule, ou on ne comprend pas. Mais voilà, donc c'est quand même la tentative. Voilà, moi, je n'ai pas d'anecdote sur nous pour vous raconter, parce que je n'ai jamais essayé de faire des trucs comme ça. Le PC avec les gaz de houille. Alors si, nous, l'UNESCO, ça a été beaucoup porté par Jean-François Caron, qui est le maire à 10 km. Il est maire à 10 km d'une ville écologiste. Et donc, c'est vrai que tout le monde a un peu ce sujet à l'esprit, mais le FN y arrive peut-être mieux que d'autres. Alors, tu avais très raison quand tu parlais du principe d'opposition. C'est-à-dire que, alors moi je pense que la culture du Nord-Pas-de-Calais, c'est pas vraiment une culture ouvrière. D'ailleurs, ce serait plus une culture chômeur maintenant, malheureusement. Mais c'est plus la culture ch'ti, en fait. C'est ch'ti, et c'est la résilience de Armentières, pauvre mais fier. Enfin voilà. Et ça, qu'on soit riche ou pauvre, d'ailleurs, au Nord, c'était les corons. Cette chanson, c'est peut-être la chanson du RC Lens, c'est la chanson des mineurs, mais c'est aussi la chanson de Sciences Po Lille, par exemple. C'est-à-dire que tout le monde, tout ce qui est au nord de la Picardie, en fait, c'est approprier ces symboles et que c'est à tout le monde. Et quand en 98, tu dois connaître ça par cœur, mais quand en 98, je rappelle, Lens est champion de France de football. Donc à cette époque-là, moi, je suis au collège à Lens, donc forcément, tout le monde, on savait pas ce que c'était le foot 6 mois avant, mais 6 mois après, on sait très bien ce que c'est. L'année d'après, Lens est en Coupe de France et il y a de gros affrontements avec les Parisiens, parce que c'est la finale au Stade de France, Lens-Paris, et les Parisiens, comme ils sont très méchants, j'espère qu'il n'y a pas de supporters du PSG dans cette salle, ils attendent les Lensois avec ils leur crachent dessus quand les Lensois montent l'escalator du métro. Enfin, c'est très très violent. C'est très très violent. Donc du coup, c'est les Parisiens, ils sont riches, ils sont méchants, et nous, on est pauvres mais fiers et on s'en fout. Et ça continue comme ça, c'est-à-dire que bon, à la fin, on est fiers de nos couleurs, qu'on soit en Ligue 1, en Ligue 2, c'est pas grave du moment qu'on est là. Mais il y a quand même cette fierté, et avec le paroxysme de la banderole. Je répéterai pas ce qui était écrit dessus, mais c'était vraiment méchant. Et comme m'a dit il y a pas longtemps un supporter à Lens, un supporter lensois pur de dur des nains au PMU, il m'a dit ouais, c'était écrit la banderole où c'était écrit qu'on était des PD. Alors je dis non, c'était pas du coup écrit ça, mais oui, pédophile, ouais, c'est pareil. Bah non, mais bon, bref, mais ça a marqué. Et il m'a dit moi j'irai plus jamais au Stade de France, parce que j'y suis allé, j'ai vu cette banderole et je suis revenu en pleurant dans le bus. Tout le bus, j'ai pleuré, parce que moi je suis peut-être pauvre, mais on m'humilie pas, etc. Et donc c'est vraiment ce principe d'opposition où à la fin, ouvrier, pas ouvrier, c'est pas ça qui compte, c'est est-ce que tu es dans la culture minière, ou est-ce que tu n'y es pas. Alors, le FN s'en sert aussi très bien, parce que du coup, pour dévaloriser leurs adversaires, c'est un argument pratique. Donc moi, qui ai grandi à Hénan, qui
je ne suis pas tous les soirs, parce que là, par exemple, ce soir, je suis avec vous, mais je suis quand même une bonne partie de la semaine et les week-ends. Je suis la bobo parisienne. Et alors ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'on a quand même affaire à des élus dont la moitié a grandi à Paris, qui se sont... alors ça fait plusieurs années qu'ils sont là, hein. Je ne dis pas qu'ils ont débarqué juste pour être élus et tout ça, mais il y en a quand même l'adjoint aux finances, qui a encore son appartement à Paris, et je pense qu'il vient reprendre de l'oxygène de temps en temps quand c'est un peu trop dur. Enfin voilà, je ne fais pas un concours de qui est le plus des Beaumont et qui est le moins de Paris, mais en vrai on s'en fout. Mais je vois ce truc de dire, elle a fait Sciences Po Lille, et puis elle travaille à Paris au Sénat dans l'or et machin truc, comme si je passais mon temps à me vautrer dans du velours. Et pendant les conseils municipaux, j'entends quand je parle, j'entends les gens, enfin en fait les copains écolos dans le public me racontent ce qu'on dit sur moi. Et ce qu'on dit sur moi, c'est, exemple, je fais avec l'accent, c'est « Ah bah dis donc, celle-là, elle est vraiment neuneu. » Mais de toute façon, Steve, il l'a dit, hein, c'est pas parce qu'elle a fait des études qu'elle est intelligente. Et moi, Steve, il m'a dit que j'étais plus intelligente qu'elle. Et donc ça, c'est une anecdote, mais ça vous montre quand même ce qu'on raconte, ça vous montre comment on essaye de déstabiliser, comment on essaye de récupérer, de jouer ce principe d'opposition, et c'est pas très malin, mais ça fonctionne. Et alors le paroxysme de ce truc-là, c'est sur le marché pendant les élections législatives en 2012, quelqu'un de très remonté arrivait en hurlant, on était avec des copains qui étaient d'ailleurs pas trop du coin, mais qui étaient venus m'aider à faire campagne, et on a quelqu'un de hyper énervé qui arrive en criant « Ouais, je vous ai entendu dire que Marine Le Pen, elle avait de l'argent, c'est pas vrai, elle est fille d'ouvrier Marine Le Pen !» Alors nous, on se regarde, puis on fait ah bah non. Alors moi je dis moi non plus, je suis pas fille d'ouvrier, mais c'est pas grave, c'est pas une insulte. Mais par contre, Marine Le Pen, elle n'est pas fille d'ouvrier. Vous arrêtez de dire ça, ou sinon je vais la chercher et je vais lui dire ce que vous avez dit. Je dis bah allez-y, il y a pas de problème. Mais et vraiment, personne hyper remontée, comme si c'était dans une secte et qu'elle était persuadée de son truc et qu'elle en démordait pas et qu'il fallait pas toucher à Marine Le Pen. Donc tout ça pour vous montrer que le principe de persuasion prend et marche. Ce qui marche bien aussi, en fait, c'est cette fierté retrouvée avec le FN. C'est-à-dire que moi, mon argument, et je me suis trompée là-dessus, et j'ai aucun problème à le reconnaître, avant, je faisais campagne en me disant « Regardez, Los Angeles, c'est à 10 km, c'est écolo, c'est beau, tout le monde en parle. Vous voulez que on parle de vous comme la ville FN ? Vous pensez que c'est comme ça que les entreprises vont venir, que c'est comme ça que des couples avec enfants vont s'installer ? Ce sera la honte si le FN gagne, tout le monde va parler de nous. » Alors les gens disaient « Ah bah si, en fait, on aime bien, parce qu'avant, on allait en vacances, on disait qu'on venait d'un moment, tout le monde faisait je sais pas où c'est, on devait dire que c'est à côté de Lens. Et maintenant, c'est les gens de Lens, ils doivent dire que c'est à côté des Beaumont. » Et ça, en fait... c'est vraiment cette fierté lensoise. Et le fait qu'il y ait plein de médias pendant les campagnes, alors sur le moment, les gens ils sont là, ouais, on en a marre des caméras, vraiment, c'est insupportable, etc. Sauf qu'une semaine après, quand il n'y en a plus, ils regardent l'heure de la prochaine élection. Il y a une sorte d'addiction, en fait, finalement, aux médias, qu'on se voit à la télé et tout ça. Et moi, je me rappellerai toujours, après les législatives, vous avez quand même, entre Mélenchon et Le Pen, était très intense. Bah, les gens, ils étaient tellement en manque que La Voix du Nord avait fait un cahier spécial sur Hénin-Beaumont pour toute la région, en disant 3 mois après l'élection, on fait des portraits de plein de gens et tout ça, et que moi il y avait quelqu'un qui faisait un documentaire sur les femmes en politique qui était venu me suivre, donc il y avait une petite caméra au point pendant 500 mètres dans la rue, il y a 3 personnes qui sont venues dire c'est pour quelle chaîne, parce que moi j'ai tout vu, je peux vous raconter ce qui s'est passé la campagne et tout ça. Il y a vraiment cette fierté qu'on parle de nous, et que Marine Le Pen nous a choisis. Nous on dit elle est parachutée, elle dit oui mais j'ai atterri, contrairement à Mélenchon, et en plus je vous ai choisi et je reste, et au vœu je suis là, et à la Sainte-Barbe elle était là, et 11 novembre elle était là, et ça pour les gens ça compte. Et d'ailleurs ils trouvent qu'elle est très très jolie et qu'elle est sympa, et c'est vrai qu'elle fait très bien ce boulot là, moi j'ai aucun problème à le reconnaître, et donc du coup ça fonctionne. Alors, une fois qu'on se dit tout ça, soit on déprime, soit on essaye de trouver des solutions. C'est très compliqué, je ne vous le cache pas. Ce qui est compliqué, c'est à mon avis, ça ne sert à rien d'essayer d'expliquer aux gens qui sont débiles, qu'ils n'ont rien compris, que le programme du FN c'est stupide et que vraiment, s'il avait lu, il ne voterait pas ça. Enfin, si c'est juste pour expliquer aux gens qui sont stupides, c'est pas la peine de faire de la politique. Et donc du coup, ça c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, alors moi j'ai rien contre le parti de gauche, et d'ailleurs je pars avec eux aux élections départementales, on part en ticket ensemble dans quelques semaines. Mais c'est vrai que l'avenue de Mélenchon, de ce point de vue-là, ça a raté. C'est-à-dire que de venir... vous avez peut-être vu cette vidéo où il s'énerve en plus sur quelqu'un qui lui dit « J'ai vu que vous gagnez plein d'argent », puis il dit « Vous êtes débile, vous êtes un imbécile ». Et en fait, ça fonctionne pas. Parce qu'il y a la différence entre Marine Le Pen qui est venue, qui a choisi de venir là, qui a pris son temps, qui a atterri, qui discute avec tout le monde et qui est copine avec tout le monde, et puis Mélenchon qui vient, qui est fatigué de la campagne présidentielle, on aurait été aussi à sa place, qui est un peu impatient et puis qui connaît mal le terrain et donc qui s'énerve un petit peu. Je pense qu'il faut au maximum expliquer les choses. Moi, mon axe, et en plus c'est vrai parce que je suis de cette ville, donc mon axe souvent c'est de dire, moi votre colère, je la comprends, même je la partage, mais par contre mes solutions ne sont pas les mêmes.
Alors on achoppe sur un problème, c'est que les solutions du FN, elles sont primées maintenant par le trombinoscope, donc en plus voilà. Et c'est là où je voulais terminer par là, parce que je pense que j'ai épuisé mon temps de parole, mais le vrai problème des écolos, et j'ai aucun souci non plus à le dire, c'est le langage utilisé. C'est le langage et c'est ce discours anxiogène, c'est-à-dire que nous, en fait, les écolos, on a des solutions. Vous n'avez pas de travail ou alors vous travaillez dans l'industrie automobile et bientôt ça va fermer, ne vous inquiétez pas, nous avons des emplois verts. Sauf que les emplois verts, en fait, ce sera dans 10 ans. Ce sera plus le même qu'avant, mais vous inquiétez pas, on va vous former. Mais la formation n'existe pas encore, mais c'est parce qu'on n'est pas encore élu, mais vous inquiétez pas. Et donc du coup, aux gens, on leur dit que ça va changer, on leur dit pas comment, on leur dit pas quand, on leur dit pas pourquoi, mais on leur dit que ça va être mieux après, mais ils savent pas du tout comment y aller. Et du coup, tout ce qu'ils comprennent, c'est que leur travail, ça va fermer, qu'ils savent pas quand le prochain ouvrira et qu'ils savent pas si ce sera pour eux. Et donc du coup, effectivement, c'est compliqué. Et il y a aussi un vrai problème. Nous, on a un groupe. Alors des fois, je dis un groupe d'extrême droite chez les Verts, ça fait peur. Donc c'est un groupe de lutte contre l'extrême droite chez les Verts, où on analyse ce genre de choses et on compare les slogans. Et il y a des idées. Alors le FN, comme c'est populiste, forcément c'est plus simple de dire de manière trash les choses. Et puis c'est un gros coup de pied dans les urnes, comme ils écrivent à Hénin. Donc ça, ok, c'est clair. Sauf que c'est plus compréhensible et que quant aux européennes, qui est déjà une élection, c'est pas gagné, quoi. C'est une élection un peu compliquée. Et que le slogan du FN, c'est oui à la France, non à l'Europe. Bon, bah, ça, tout le monde a compris. Et puis comme en général, on aime bien la France et pas trop l'Europe, on est d'accord. Alors nous, les écolos, non, c'est plus compliqué. C'est que nous, on aime bien l'Europe, mais en fait, pas celle-là. Donc on aimerait la changer, mais un jour. Donc voilà. Et donc le slogan à la fin, c'est donnons vie à l'Europe. Bah oui, c'est beau, c'est vivre mieux, c'est écolo et tout ça. Sauf que donnons vie à l'Europe, les gens qui disent ça et là, ils comprennent pas du tout qu'on est contre, pour l'Europe, mais pas pour ça là. Et donc à la fin, c'est incompréhensible. Et donc je pense que vraiment, c'est l'un des axes qu'on a amélioré si on veut reconquérir même pas reconquérir en fait, si on veut être compris, être entendu de ce monde ouvrier, c'est cette question du langage. Et je terminerai par cette question, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'histoire de la santé. Moi, ça me paraît tellement évident. Là, en plus, c'est mon boulot. Je travaille sur la santé environnementale, etc. Et je ne comprends pas que dans le district de France où on a la surmortalité la plus élevée par rapport à la moyenne nationale, et c'est pas juste parce qu'on mange que des frites, hein, c'est les mines, l'amiante, la silicose, mais à l'Europe, les sols pollués, l'air pollué, l'eau polluée, enfin tout est pollué. Et les gens, ça leur parle pas. C'est-à-dire que quand on dit rouvrir les mines, tu as raison, les gens y iraient. C'est dangereux, mais la valorisation, on a du travail. Et ça, c'est un truc... Voilà, il y a encore des sujets sur lesquels il y a ces clivages où pour nous ça paraît évident qu'entre la santé et le travail on va plutôt prendre la santé et ben en fait pour moi c'est évident mais je comprends que ça ne le soit pas pour les autres et effectivement donc il y a peut-être encore une classe ouvrière là-dessus et des gens qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes points de vue, les mêmes conceptions de la vie et c'est un truc qu'on respecte mais qu'on a du mal à comprendre et finalement on se regarde un peu tous en disant personne ne comprend l'autre quoi. Merci beaucoup. Jean-Luc Mélenchon, à mon âge, je comprends qu'il soit fatigué. Voilà. Le problème, c'est que peut-être aussi, il vous fatigue. Mais ça, c'est hors sujet. Alors, je vois aussi que l'écosocialisme, je crois pour lequel nous nous battons, sera un long combat. Enfin, il faut se donner du courage. Et avant de donner la parole à la salle, Marion Fontaine s'en souvient peut-être, elle était trop jeune, mais Elisabeth Guigou a tenté de devenir maire d'Avignon. Et elle avait cette même difficulté, je pense, à se faire entendre dans ce qu'on appelle les quartiers. Et donc, il y avait des très, très belles affiches électorales avec le portrait de Madame Guigou. Et les jeunes des quartiers, systématiquement, écrivaient, pour les détourner sur ces affiches, « Trop belle pour nous ». Voilà. C'est une des questions, effectivement, peut-être que nous... Alors, merci beaucoup pour ces 3 présentations. Alors, les 2 auteurs ont... Et les lui aussi n'ont pas dit tout ce qu'ils avaient à dire. Les livres sont très riches et je vous les recommande. Mais le moment est venu de donner la parole, non pas à la salle, puisque les salles ne parlent pas, sauf pour les disciples de Bruno Latour qui intègrent les non-humains dans nos discussions, mais pour le public. Oui. Présentez, dites-nous qui vous êtes. Étudiant Master 2 à l'EHESS. Denis Denisov. Je voudrais premièrement vous remercier pour cette occasion de discuter les problèmes des ouvriers, disons. C'est vraiment nécessaire, c'est vraiment très intéressant, mais en même temps, il y a des questions. Par exemple, si on parle de la classe politique, pourquoi on fait
cette concession terminologique. Pourquoi on utilise le mot monde? Pourquoi cette téléologie? Pourquoi on ne pense pas l'abaissement de l'activité ouvrière comme un recul, comme l'échec, mais pourquoi on pense tous ces phénomènes comme l'inexistence de la classe ouvrière? On voit beaucoup le renouvellement de plusieurs discours beaucoup plus passéistes. Prenons par exemple le djihadisme, prenons le retour des pensées économiques qui font les références à libre-échange du 19e siècle. C'est pas beaucoup plus contemporaine que parler de la classe ouvrière. Voilà. Puis il y a des questions. On a les questions politiques, car on ne peut pas comprendre pourquoi on considère que la classe ouvrière est partagée entre le PC et le FN, et c'est tout, et peut-être par l'écologisme. Il y a beaucoup des courants dans la classe ouvrière, il y a beaucoup d'autres partis ouvrières indépendants, lutte ouvrière, je ne sais pas, NPA, peut-être tous ces courants, tous ces mouvements, ils pensent à relancer l'activité, la mobilisation ouvrière politique. Il faut le dire. Et pourquoi on parle seulement de la France? Pourquoi cette vision réduite? Pourquoi on ne pense le marché mondial du travail? Pourquoi on ne pense les luttes des mineurs d'Afrique du Sud, par exemple, ou la mobilisation un peu sauvage des ouvriers, des mineurs russes à Mezhdoretchensk, voilà, leur lutte contre la police russe, par exemple, après la catastrophe aussi de la mine. Et pourquoi cette réduction disciplinaire? Pourquoi c'est seulement l'histoire, la science du passé et la sociologie? Pourquoi pas l'économie? Pourquoi on ne pense pas à l'économie du travail? Car le travail n'est pas présent dans la pensée économique. Et merci beaucoup pour cette occasion de... Merci, il y a beaucoup de questions dans cette question, donc je vous donne la parole dans l'ordre que vous souhaitez. Comme on a parlé de monde, peut-être Marion commence. Alors, fin d'un monde, je vais répondre à 3 questions et je laisserai peut-être Jean-Michel continuer sur ce que je n'ai pas dit ou sur me corriger ou compléter ce que je n'aurais pas dit. Alors, fin d'un monde ouvrier, effectivement, j'assume pleinement le titre. Peut-être parce que justement c'était le terme qui, quitte à reprendre la question de la classe ouvrière, ce que j'ai fait, d'ailleurs à l'intérieur du livre, c'était le terme de monde social, c'était après tout le terme qui, en matière de recherche en sciences sociales, était le plus, disons, était, si vous voulez, le plus neutre. Et ça a fait l'objet d'une discussion pour le choix du titre, c'est bien fin d'un monde ouvrier, mais pas fin du monde ouvrier. Et je suis parfaitement d'accord avec vous pour dire que si un certain nombre de secteurs industriels ou de mondes ouvriers ont disparu en Europe et aux États-Unis, parce que je pense que ce processus, il concerne l'ensemble des vieux pays industrialisés, il est bien évident que en Afrique du Sud, en Inde, en Amérique du Sud, en Inde, on en a des démonstrations tous les jours, en Chine, le monde ouvrier non seulement n'a pas disparu, mais continue de croître. Alors effectivement, quelles sont les formes de mobilisation, avec quel type d'idéologie aussi? C'est-à-dire, est-ce que le marxisme, la pensée de Marx, qui est quand même une pensée
pensée qui était aussi structurée dans les cadres du 19e occidental peut servir également à ces nouveaux mouvements ouvriers, ou est-ce qu'ils usent d'autres choses? Bon, là, mais on rentrait dans des perspectives. J'ai envie de vous dire que dans la perspective de 2 heures, nous ne pouvions pas non plus aborder l'ensemble des conditions ouvrières à l'échelle mondiale. Mais je suis absolument d'accord avec vous pour dire que la question ouvrière, ça n'est pas une question du passé en France, et ça l'est encore moins dans l'ensemble du pays. Alors, quant à la question de savoir si il y a si on peut parler de classe ouvrière aujourd'hui, comment et avec quel type de mobilisation, et si elle se divise seulement entre Parti communiste et Front National, ou si c'est autre chose, je pense que Julien a peut-être plus d'éléments que moi. Oui. Mais moi, je n'utilise pas le mot monde ouvrier, et en même temps, la notion de classe ouvrière, c'est compliqué aujourd'hui à cause de plusieurs choses. D'abord, à cause du salariat d'exécution qui, en France, il y a ce groupe des employés qu'on ne met pas dans le groupe ouvrier, qui est extrêmement proche. Donc souvent, c'est la femme qui est mariée avec l'ouvrier. Et donc il y a un salariat d'exécution qui fait un travail répétitif, qui dans des rapports de subordination avec une précarité très forte. Il faut savoir que les employés, le salaire médian est plus faible que chez les ouvriers. Donc comme en France, la mobilisation politique ou sociologique ou idéologique, elle n'a pas intégré ces employés des services dans le monde ouvrier, c'est compliqué de rester avec le terme de classe ouvrière, parce que ça mettrait de côté les aides à domicile, les caissières qui font partie de ces classes populaires. Après, c'est compliqué parce que la culture de classe dans ces milieux a décliné. Les sociologues y ont contribué, mais c'est vraiment un processus général. C'est-à-dire que beaucoup d'ouvriers ne se considèrent pas comme ouvriers parce que maintenant ils sont officiellement opérateurs, agents techniques, techniciens. Donc il y a vraiment une division très très forte. Et il y a chez les sociologues ou chez les producteurs d'idées dominantes une racialisation, une spatialisation aussi. Donc on va parler de quartiers, de jeunes de banlieue et puis d'ouvriers. Donc il y a tout un processus qui fait que cette notion de classe ouvrière, elle est très très fragile. C'est vrai qu'en sociologie, donc on met en avant cette question des classes populaires. C'est très intéressant pour montrer les fragmentations, la diversité. Par contre, l'effet très négatif, c'est que on surestime les fragmentations et la diversité actuelle parce qu'on travaille différemment, de manière peut-être plus ethnographique aujourd'hui. Avant, la classe ouvrière était déjà très très diverse, avec les paysans, avec les artisans et commerçants que j'avais évoqués. Mais donc il y a effectivement une féminisation et des diversités un peu plus fortes, et en même temps, donc cette notion de classe ouvrière, elle est intéressante d'un point de vue sociologique et d'un point de vue politique, et elle est quand même problématique. Et sur la disparition, donc moi je suis vraiment complètement d'accord, et même souvent quand on parle de chômeurs, en fait on parle d'ouvriers au chômage. La majorité des chômeurs ont une culture populaire, peut-être pas une culture ouvrière, mais une culture populaire. Et c'est peut-être comme on avait parlé. Et donc il faut savoir aussi qu'un homme sur 3 actifs est ouvrier. Comme c'est un groupe qui était très masculin, donc 1 sur 3, c'est vraiment très très important. Et comme on a évoqué effectivement Beau et Pialou en début, c'est peut-être un effet négatif dans le sens où lorsqu'on parle de monde ouvrier, on parle que de crise de la reproduction du monde ouvrier. Mais l'enquête de Beau et Pialou, le retour sur la condition ouvrière, c'est les années 80. Et aujourd'hui, il reste des militants syndicaux, il reste des ouvriers. Donc il faudrait peut-être maintenant qu'on a cet acquis-là de travailler sur la crise de la reproduction du groupe ouvrier, travailler aussi sur les recompositions et pas que sur la fin du parti de la classe ouvrière, et aussi travailler sur les formes de recomposition émergentes. Mais c'est vrai qu'il y a un tropisme sur la fin du syndicalisme, du monde ouvrier, alors que 25% de la population active, on ne peut pas dire que c'est la fin et qu'ils ont disparu. Oui, cette question s'adressait plus à mes 2 collègues qu'à moi. Je ne sais pas si ça marche. Moi, juste ce que je peux ajouter, parce que vous avez regretté qu'on n'ait pas beaucoup parlé de l'international. Alors, en tant qu'élu d'Hénin, je n'ai pas beaucoup d'expérience internationale, mais j'ai des expériences des relations internationales de la ville d'Hénin. Et le FN, en arrivant à ranimer un jumelage qui était un peu en déshérence depuis quelques années avec Konin, qui est une ville polonaise minière également,
alors on était déjà jumelé avec Herne, qui est une ville allemande plutôt des bassins en cours de désindustrialisation, pas forcément miniers, mais désindustrialisés. Et là, donc, ce jumelage ranimé avec Koenig dans les semaines qui ont suivi l'élection est très symbolique de ça, c'est-à-dire qu'en plus, on cultive les liens avec d'autres communes minières. Et d'ailleurs, au vœu dimanche, le premier adjoint de la ville de Koenig était présent et a entonné avec les chœurs polonais de la ville de Douai. Enfin voilà. Donc ça, c'est effectivement, il y a cette solidarité aussi, je pense, ouvrière à travers les frontières, peut-être pas comme à une certaine époque, mais il y a cette idée de se dire que peut-être qu'on a plus de points communs avec des villes minières de Pologne qu'avec une ville du sud de la France, quoi. Il y a un peu ce truc-là aussi, quoi, cette solidarité transfrontalière. Merci, on peut passer à d'autres questions. Bonjour, je suis aussi étudiant à l'EHESS ici et j'aurais quelques remarques à faire et quelques questions à poser. Du coup, dans l'intervention, j'ai cru comprendre que vous parlez beaucoup du monde ouvrier à travers le Parti communiste et les syndicats. Or, sans jamais vraiment interroger qu'est-ce qu'était ce monde ouvrier, qui est-ce qui le composait. On a l'impression d'une vision unitaire, à vous entendre, la classe ouvrière, le monde ouvrier. Or, il y a quand même une grosse fracture dans ce monde ouvrier à partir des années 80, qui est la fracture qu'introduit le mitterrandisme lorsqu'il décide de scinder le monde ouvrier entre les ouvriers d'origine immigrée et les ouvriers français. Or ça, on n'entend pas parler. On a l'impression à vous entendre que les ouvriers sont tous venus du même endroit, sont tous traités de la même manière. Or du coup, oui, avant de se poser peut-être des questions sur pourquoi est-ce que le PC disparaît, pourquoi est-ce que les syndicats disparaissent, aussi peut-être faire quelque chose qui est fait moins souvent, c'est le bilan de ce qu'a été le syndicalisme et de ce qu'a été la politique du Parti communiste après 68, et notamment dans les années 80, avec son ralliement à Mitterrand. Il y a quelque chose qui est quand même... qu'il faut interroger, c'est par exemple... le rapport entre la CGT et les ouvriers africains, qui a été une grande politique d'exclusion, où la plupart du temps, les syndicats de la CGT à Renaud-Biancourt, en 92, en 85, dans l'usine de Talbot, ça a été une manière de mettre en œuvre un accord entre les syndicats et les patrons pour faciliter le licenciement des ouvriers. On sait qu'à Biancourt, par exemple, Georges Marchais est venu voir Sertano, qui était un délégué syndical CGT à l'usine de Biancourt, pour faciliter le vote à main levée dans l'usine, qui était une des politiques un raccourci de lutte pour enterrer la lutte dans les syndicats, et qui s'est fait au détriment de toute autre volonté de maintenir la lutte dans l'usine. C'est un peu confus ce que je vous dis, mais ça me touche un peu parce qu'on ne parle jamais du bilan de ce qu'a été le syndicalisme et de son opposition aux maoïstes, par exemple, dans les usines, au fait que si on n'était pas ouvrier CGT, on ne pouvait pratiquement pas avoir de défense. Il y a des choses comme ça qu'il faut mettre en perspective. Après, juste la manière dont a été dénigré le nom d'ouvrier. Ça a été fait en partie du nom d'ouvrier qui après, à partir des années 83, la déclaration Mauroy, où il nomme les grèves saintes dans les usines en disant qu'on ne va pas se laisser faire par des chiites, et toutes les déclarations qui s'en suivent sur le caractère ethnicisant à l'usine. Ça, c'était quelque chose qui était repris par les communistes aussi, qui était repris par le PCF, pardon, pas les communistes en soi. Et c'est aussi intéressant de montrer cette fracture-là. Sur les mairies communistes dont on parle, ce serait aussi intéressant de montrer comment, dans les années 80, Ivry a détruit le foyer ouvrier africain de la commune. Comment... Vitry, pardon. Excusez-moi. Vitry. Ouais, je raccourcis. Mais sur la manière dont est scindé aussi à l'usine le nom d'ouvrier et d'ouvrier spécialisé qui va être aussi déterminé pour les ouvriers français au détriment des autres ouvriers. Donc voilà, c'est des choses comme ça que j'aimerais bien repointer, parce qu'aujourd'hui, les ouvriers ils vivent dans les foyers africains, on n'en parle pas. Les foyers africains, ils sont en train d'être détruits, ils sont en train d'être transformés en résidence sociale.
Je dis ça parce que c'est important en fait. Aujourd'hui, la majorité des ouvriers vivent là, ils vivent dans les foyers africains, c'est beaucoup de sans-papiers, c'est beaucoup. Donc ça, c'est important aussi de pas ethniciser le terme français d'ouvrier. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se fait par la majorité des sociologues et des conférences sur les ouvriers. Allez-y. Oui, moi je voulais juste sur ce que tu as dit au début sur les ouvriers immigrés et les ouvriers français. Alors c'est peut-être vrai dans le milieu ouvrier, nos collègues nous le diront. Dans les mines, c'est quand même très très différent. C'est-à-dire que la question des mines, c'était quand même 60 nationalités au fond de la mine ensemble, et au fond de la mine, on ne voyait pas qui venait d'où. Et ça, c'est vrai que, alors il y avait les affrontements entre les Polonais et les Français. On en parle encore au bal du 14 juillet, les Polonais balançaient des pavés, et puis quand c'était la fête des Polonais, c'était les Français. Mais en vrai, il y avait quand même cette forte solidarité qui fait d'ailleurs que, c'est peut-être surprenant quand je dis ça, mais le FN du Nord-Pas-de-Calais, c'est pas un FN vraiment raciste comme ailleurs. Et si Steve Riwa peut aujourd'hui être élu local de l'année, c'est parce que sa politique, c'est pas du tout une politique d'extrême droite. Sur certains trucs, oui, il va expulser la Ligue des droits de l'homme, il va faire un arrêté anti-mendicité, mais je pense que d'autres maires le font en France. Et lui, il cultive son image lisse. Pourquoi ? Parce que l'électeur du Nord-Pas-de-Calais, ce qu'il demande, c'est un Front National qui fasse plus la corruption comme les élus d'avant, qui les respecte, qui continue un peu le paternalisme, là par contre, comme avant. Mais surtout, je rappelle que Steve Riwa s'est revendiqué de Jean Jaurès pendant toute sa campagne, que son premier acte en arrivant à la mairie, c'était de prendre le buste de Jean Jaurès et de le mettre dans son bureau, parce qu'il était dans le hall un peu planqué. Je pense que quand c'était Gérard Darlon-Jules, il devait avoir un peu honte, ils ont mis Jean Jaurès caché. Et Briouat l'a mis dans son bureau avec un éclairage spécial pour montrer qu'il se revendiquait de l'héritage de Jean Jaurès. Et donc, pour moi, ce FN du Nord-Pas-de-Calais des bassins miniers, qui est très différent du FN du Sud, alors je ne veux pas dire que les gens du Sud sont racistes, mais l'électorat du Sud FN est quand même pas le même que l'électorat social FN du Nord. Et je pense que ça découle de ça. Voilà. Merci. Julien, peut-être d'abord, qui est centralement interpellé sur cette question. Donc, vous avez complètement raison sur le danger de la réduction du groupe ouvrier au mouvement ouvrier. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et c'est vrai que moi, je travaille sur le Parti communiste, je travaille aujourd'hui sur la CGT, j'ai travaillé avant sur Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Et ce qui m'intéresse, au fait, sont les classes populaires, mais sous le prisme, effectivement, de leur position dans les organisations, sur comment se comportent les organisations par rapport à ces classes. Mais il faut faire très, très attention à ne pas confondre ceux qui mobilisent et les mobilisations du monde ouvrier. Donc, c'est une approche en sociologie politique, et c'est pour ça que vous avez vraiment raison de bien dire que là, donc moi, je passe par les organisations, donc par un certain type d'ouvriers mobilisés. Alors sur l'immigration et sur les clivages, donc il faut savoir que la classe ouvrière, elle est traditionnellement la classe des immigrés, et que le Parti communiste français, il a constitué son hégémonie donc des années 50 aux années 70 sur des militants d'origine immigrée, donc souvent espagnols, italiens, polonais, donc c'est le cas notamment dans le bassin de Longwy. Donc souvent, ce sont les enfants d'immigrés, ce ne sont pas directement les immigrés, parce qu'il y a un processus de promotion sociale. Ce sont des ouvriers plus stabilisés et plus ancrés dans le territoire, alors que la précarité des premières générations pose problème. Donc il y a un décalage avec de nouvelles immigrations d'Afrique du Nord. On le voit dès les années 60 et 70. Donc il y a plusieurs choses. Il y a la guerre d'Algérie qui joue beaucoup, où là il y a vraiment eu une rupture progressive, mais il y a aussi le fait qu'il y a un monopole dans ces années 60 et 72 des fractions les plus qualifiées du monde ouvrier, voire très très qualifiées. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans les années 60 et 70, les dessinateurs industriels ou les techniciens sont aux avant-postes. C'est-à-dire que ceux qui représentent le monde ouvrier à la CGT et au Parti communiste français, ce ne sont pas n'importe quel ouvrier, ce sont les ouvriers les plus qualifiés et pas les ouvriers spécialisés où on trouve les femmes et les immigrés. Donc ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il y ait peu de Marocains ou d'Algériens au sein du Parti communiste français, c'est considéré comme un problème. Donc à Longwy, il y a plusieurs réunions en disant donc il y a une immigration marocaine et algérienne très forte dans le bassin de Longwy, mais la CGT et le Parti communiste français sont dirigés que par des militants d'origine italienne. Donc il y a vraiment un problème. Donc pour eux, c'est un problème. Ils cherchent à avoir plus de militants d'origine marocaine ou algérienne. En même temps, ils ne cherchent pas à avoir plus d'OS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapprochement fait avec la position sociale. Donc il y a une reproduction de rapports de domination qu'on trouve à l'usine,
dans les organisations syndicales. Les ateliers de fabrication sont marginalisés, alors que certains ateliers où les ouvriers qualifiés et les techniciens sont plus présents sont survalorisés. Donc, je pense qu'il faut le voir aussi comme ça. Les postes sont occupés par des ouvriers qualifiés d'origine italienne, et donc la place n'est pas prenable par d'autres. Ensuite, il y a le problème dans les années 80 qui est plus spécifique effectivement sur le fait que le Parti communiste français, dans une rivalité avec le Parti socialiste lors des élections, surtout pour 81, il y a pendant une période courte, qui est quand même courte, le fait de surfer sur l'opposition français immigré. Mais c'est quand même une séquence courte, c'est très très rare. Et après, c'est poursuivi au niveau local, donc au niveau élu, dans le sens où on va mettre en avant la question des ghettos et de côté la question de la solidarité avec les travailleurs étrangers. Mais c'est vu sur le prisme élu. Pour moi, ça va dans le sens que tout est vu dans les termes de gestion du public et de territoire et de quartier. On va parler de lien social, de quartier, puis de travailleurs immigrés. Mais d'immigrés tout court. Mais il y a effectivement une séquence qui n'est pas glorieuse pour le Parti communiste français, mais qui était très mal vécue en interne. Et vous avez parlé de Renault. Les militants locaux étaient en opposition avec la direction nationale, et certains ont démissionné après. Donc par les archives internes, on voit que c'était difficile. Par contre, vous avez raison sur la marginalisation, c'est-à-dire que les délégués de chaîne, ils étaient que délégués de chaîne, et les dirigeants de la CGT étaient très peu issus de ces milieux-là. Par contre, juste pour terminer, il y a quand même une différence entre CGT et PC. Au PC, il y a très très peu de militants d'origine maghrébine à des postes dirigeants, alors qu'à la CGT aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, parce que le lien avec le monde du travail a été maintenu dans les réseaux de la CGT, alors qu'au sein des réseaux politiques, il y a vraiment une distance plus forte. Vous avez plusieurs dirigeants confédéraux dans différents secteurs qui sont issus de ces immigrations plus récentes. Mais la principale évolution, c'est le marché de l'emploi qui s'est modifié et qui fait que les fils d'immigrés ne sont plus dans le processus de mobilité sociale et politique, qui fait qu'ils auraient dû être dans les organisations. Là, c'est bloqué dans les années 80 et 90. Mais alors que pour les Italiens et les Espagnols, il y avait tout ce processus qui était lié au marché du travail, qui joue beaucoup sur l'engagement. C'est-à-dire que l'engagement, ce n'est pas que les idées qui sont véhiculées, mais le fait d'être chômeur ou intérimaire, ça crée un vrai frein à l'engagement syndical, qui est en général le premier engagement pour les militants d'origine populaire. Non. Oui, bonsoir. Emmanuel de Foulois, je suis journaliste. J'aurais plusieurs questions. D'une part, à Marion Fontaine, j'aimerais savoir, dans la vision des ouvriers de Perdants Magnifiques, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est misérabiliste comme vision ? Est-ce que c'est le côté magnifique ? Est-ce que c'est le côté perdant ? Magnifique, je peux un peu comprendre. Perdant, j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de raisons sociologiques dans les licenciements et dans les baisses de salaire et dans les menaces qui planent sur leurs conditions, qui fait que c'est quand même relativement des perdants ces dernières années. J'interrogerai aussi, ça m'a beaucoup intéressé et ça m'a fait même bien rire l'intervention de Marine Tondelier. Mais j'ai une question, en fait, on a énormément, on s'est interrogé beaucoup sur la très forte, à juste titre, médiatisation des différentes élections à Hénin-Beaumont. Même la une du Monde le lendemain de l'élection de Steve Riouat. Et heureusement, la sociologie française est assez critique à l'égard des médias aujourd'hui. Mais alors pourquoi, à une telle soirée, inviter quelqu'un d'Hénin-Beaumont, dans la mesure où, par exemple, dans le bassin minier, rien que du Lensois, il y a une quarantaine de communes. Il y a encore une immense majorité de maires qui sont PS et PC, et il y a plusieurs mairies qui ont été remportées par des maires PS ou PC dès le premier tour, encore cette année. Donc, est-ce que vous ne tombez pas dans le travers des médias aussi, hein, les sociologues, à votre manière ? Et puis, alors, une question aux écolos un peu. Quand on vous parle de la mondialisation du côté des ouvriers, ce qu'on appelle la mondialisation libre-échangiste, c'est-à-dire la mise en concurrence des salariés par la baisse des droits de douane dans le monde entier. Qu'est-ce que vous avez comme discours ? Qu'est-ce que vous leur dites aux ouvriers du bassin minier ? Merci. Qui veut commencer ? Il y en a pour les trois.
Bon, je peux y aller si vous voulez. Alors, pourquoi inviter quelqu'un d'Hénin Beaumont? Moi, je suis venue, je suis pas... mais par contre, pour justifier un peu, je suis d'accord que Hénin, c'est à la fois représentatif du bassin minier. C'est la seule ville FN, effectivement, pour le moment, et pour longtemps, j'espère, mais... non. Pas pour longtemps, mais par rapport aux autres, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais il ne faut pas croire que le FN dans le bassin minier, c'est qu'à Hénin-Beaumont. Moi, je rappelle quand même qu'aux législatives, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, y compris des dirigeants socialistes du Pas-de-Calais qui disaient écoutez, Hénin-Beaumont, de toute façon, ça tombera, mais bon, ça apprendra aux autres, ça leur donnera un exemple, et puis après, ce sera fini. Je rappelle quand même qu'aux législatives, dans la circonscription Hénin-Carvin, ça doit être Le Pen et Mélenchon et moi-même, même si on en a moins parlé, au premier tour des présidentielles, Marine Le Pen est en tête dans 8 villes sur 12, dans un bastion socialiste. Tous les maires sont socialistes. Et effectivement, beaucoup sont réélus au premier tour, sauf que quand on vote national, ça vote comme ça. Et que le FN, là, au cantonal, on verra dans le Pas-de-Calais et plus précisément dans le bassin minier, dans combien de communes ils sont au deuxième tour. Et alors, l'avantage chez nous, je ne sais pas si c'est un avantage ou pas, mais c'est qu'il n'y a pas de droite. L'UMP, au cantonal, à Hénin, ça fait 4%. Partout. Donc, du coup, comme dans le Pas-de-Calais, il n'y a pas de droite, effectivement, le FN absorbe aussi des voix de droite. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord pour dire que Hénin, c'est pas révélateur. Voilà. Par contre, sur la baisse du PC, je vous parlais tout à l'heure des gaz de houille. Il y a 3 communes où il y a des forages de gaz de houille prévus, 3 mairies PC, puisque c'était vraiment les endroits où il y avait des puits de mine, donc c'était très, très PC. 2, il n'y en a plus qu'une maintenant, après les municipales. On est passé de 3 mairies PC à 1 dans ces forages, et ce n'est pas des villes qui sont passées FN ou c'est des villes qui sont passées socialistes. Et il n'y a pas beaucoup de villes en France qui sont passées socialistes aux dernières municipales. Donc c'est pour vous montrer quand même que ça révèle des choses. Et alors sur la mondialisation libre-échangiste, nous on est pour les circuits courts, donc on est pour la localisation de la production. Non mais ça vous fait rire, c'est super que notre programme vous fasse rigoler, mais en vrai, nous les économes, on est pour la relocalisation de la production, ce qui permet d'ailleurs d'arrêter d'être en concurrence avec d'autres gens. Quand notre programme propose des réhabilitations thermiques des logements, pourquoi? C'est pas seulement pour chauffer les petits oiseaux, c'est aussi que refaire une toiture, par exemple, on sera moins en concurrence avec des ouvriers de toute la France, même de toute l'Europe, puisque ça devra se faire par des gens locaux dans un rayon de 50 km. Et donc on se sent moins concerné. Je vous donne un exemple, c'est une grosse problématique en ce moment, grosse question Nord-Pas-de-Calais, réactualisée par la loi Macron, c'est le canal Seine-Nord. Le canal Seine-Nord, c'était un projet au début écologie. C'était Marie Blandin, la seule présidente de région écolo de l'histoire des temps. C'était dans le Nord-Pas-de-Calais, un peu par accident, ça se fait de manière très spéciale, mais ça existait. Et donc, elle disait qu'il fallait, comme on en a marre des camions sur l'autoroute A1, fallait mettre un canal. Et aujourd'hui, on en a fait bien sûr un grand projet inutile, le grand truc qui va prendre toutes les zones humides de Picardie et tout ça. Et donc, nous, on est très, très dérangés sur cette question. C'est-à-dire que comment on explique aux gens qu'on est pour l'emploi, qu'on est pour l'Europe, qu'on est pour moins de camions, pour plus de transport doux, mais qu'on est contre le canal Seine-Nord, qui est un truc européen, puisque ça va de Paris à la Belgique et Amsterdam, qui normalement c'est à côté de l'autoroute et ça fait moins de camions, et qui voilà. Et en fait, on est contre parce que les copains écolos, ils disent ça va juste être pour prendre des gros containers de marchandises chinoises, et en fait, ça va juste accélérer la mondialisation et tout ça. Et donc, c'est vrai qu'on a une position assez claire là-dessus, et moi, je pense pas qu'on soit... je pense qu'on est assez clair là-dessus. Voilà. La question des modes de représentation et des manières aujourd'hui de parler du monde ouvrier, c'était uniquement une comparaison et une inscription de la manière dont on parle des ouvriers aujourd'hui en la replaçant un petit peu dans le temps. Pendant très longtemps, et c'est vrai notamment dans la deuxième partie du XXe siècle, mais pas seulement, on a l'impression que la représentation de la condition ouvrière, de la classe ouvrière, peu importe ici, oscille entre 2 régimes de représentation, un régime de l'exaltation, de la glorification, l'avant-garde du prolétariat tel que l'a peint le Parti communiste, et un registre de la déploration, les martyrs du travail, des conditions de travail. Vous trouvez d'ailleurs très bien ces 2 registres chez Zola, chez plein d'autres. Pour le dire très vite, misérabilisme et populisme coexistent. L'exaltation de la condition ouvrière et l'indignation devant la misère de la condition ouvrière coexistent pendant toute une grande partie du XXe siècle. Ce qui m'interroge à partir des années 70, mais ça n'est en aucun cas, c'est comme ça, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou mal, c'est le fait qu'il me semble
que les représentations héroïsantes se sont très, très, très largement atténuées, ou ne prennent plus la forme que ce que j'ai appelé des perdants magnifiques, c'est-à-dire ce qui veut bien dire au moins que les ouvriers ne sont plus considérés comme une classe d'avenir, mais comme des êtres, des acteurs, luttant désespérément contre la faim ou contre des fermetures, ce qui est bien l'ensemble de l'argumentaire du roman de Gérard Mandilla. Ce qui est quand même une vraie différence entre cette vision-là et la représentation, je ne dis pas qu'avant c'était bien, il fallait faire ça, et la représentation des ouvriers comme classe d'avenir. Je pense que ce qui m'interroge globalement, c'est le fait, mais ils se contentent de m'interroger, que les ouvriers ne soient plus représentés comme une classe d'avenir. Au mieux, ils sont représentés comme des gens luttant désespérément contre quelque chose qui de toute façon va arriver. Au pire, ils sont représentés comme les nouveaux soutiens de l'extrême droite. Marine a beaucoup parlé, et j'ai trouvé ça très intéressant dans tout l'argumentaire autour de Steve Briouat, de fierté, de dignité, de mépris. Et je pense que l'ensemble de ces représentations, elles ont également à voir avec ça, que la question des formes de fierté dans les classes populaires, des formes de dignité dans les classes populaires, ce sont aussi des questions qui, à mon avis, se posent très sérieusement aujourd'hui. Représenter les gens comme des perdants, comme des imbéciles, ou comme des racistes, ça pose, qui s'entend quand même beaucoup dans un certain discours médiatique, je trouve que ça pose au moins question. Et ça n'est pas simplement une question médiatique, c'est aussi, à mon avis, surtout une question politique. Que d'ailleurs, à mon sens, Steve Briouat a, je crois, parfaitement saisi. La question de la dignité et de la fierté locale, ouvrière, appelez ça comme vous voulez, peu importe ici, je pense qu'il l'a compris et qu'il en a fait un des éléments majeurs de sa légitimation électorale. Oui, et on a, donc je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, et ça me fait penser à la phrase que tu avais évoquée au départ sur la dignité aussi, c'est que dire ce n'est pas parce qu'elle a fait des études qu'elle est intelligente, pour moi c'est un travail sur la dignité, et c'est vraiment très, très important, c'est-à-dire que la différence par rapport à l'autorité scolaire, par rapport aux intellos, c'est vraiment quelque chose qui marginalise et qui écrase les classes populaires. Et arriver à défendre ça, que c'est pas parce qu'elle a fait des études qu'elle est intelligente, c'est rare aujourd'hui. Et le PC le faisait avant. Et moi, je pense que ça va dans le sens là. Et effectivement, il n'y a plus beaucoup de valorisation ou de dignité dans le sens là. J'ai pas eu vraiment de questions, mais je voulais bien dire 2 mots sur le rapport PC Front National, comme on est revenu dessus. Déjà, pour dire qu'effectivement, en sociologie électorale, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de passage direct du PC au Front National, donc c'est important de le redire. Donc souvent, ce sont les mêmes territoires, tout simplement parce que c'est des territoires très populaires, mais les ouvriers communistes, ils sont plutôt vers l'abstention, et alors que le Front National a augmenté dans les années 80 et 90 par une radicalisation d'ouvriers conservateurs. Et aujourd'hui, on est sur une nouvelle génération ouvrière, sur des gens qui n'avaient jamais voté, et de jeunes ouvriers qui vont voter Front National, mais ce ne sont vraiment pas les mêmes. Donc il y a des connexions au niveau territoire, mais pas au niveau groupe. Ensuite, c'est vraiment pas similaire. C'est-à-dire que la sociabilité communiste que j'ai pu étudier, moi, sur les séquences passées, ne correspond vraiment pas à la sociabilité du Front National aujourd'hui, parce que c'est surtout un soutien électoral. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'électeurs populaires pour le Front National, mais très peu d'organisations, pas d'école, pas de formation, très peu de densité militante. Et Hénin Beaumont est vraiment très, très singulier, parce qu'il y a vraiment toutes les forces qui sont mises là. Ailleurs, c'est la médiatisation qui a attiré les forces. Voilà. Et dans les grandes régions industrielles, même qui votent Front National, il y a tellement peu de militants qu'ils ont du mal à se présenter pour les élections municipales. C'est-à-dire que faire une liste pour les élections municipales dans des villes où ils ont un soutien très très fort, c'est difficile. Ensuite, ce ne sont pas les mêmes ouvriers aussi, dans le sens où souvent ce sont plutôt des ouvriers de l'artisanat qui sont dans des petites unités de production et qui ont le sentiment que les intérêts du patron qu'ils côtoient au quotidien est assez proche de leur intérêt, alors que les ouvriers qui sont encore dans des grandes entreprises avec des traditions syndicales sont plutôt réticents par rapport au vote Front National.
Et comme on met toujours en avant donc cet élu de Moselle qui est un ancien de la CGT, il faut savoir que plus on est proche d'un syndicat en général, moins on est proche du Front National. Et surtout quand on est proche de la CGT ou de Sud, c'est moins vrai pour Force ouvrière et pour l'UNSA. Mais le simple fait d'être ouvrier dans une entreprise où il y a encore une tradition syndicale est un frein au soutien au Front National. Donc c'est des petites choses pour dire. Et la dernière chose, c'est que c'est un parti qui est populaire dans son électorat, qui est aussi populaire par certains cadres, sauf que ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas volontaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un travail de promotion des militants d'origine populaire comme ça a pu être le cas pour le PC. Ils cherchent plutôt à avoir des cadres et des professions intellectuelles. C'est parce qu'ils ont peu d'adhérents que certains ouvriers se retrouvent dirigeants ou élus. Mais ce n'est pas volontaire et tout leur travail aujourd'hui, c'est plutôt s'embourgeoiser et acquérir une respectabilité sociale. Donc c'est des évolutions différentes. Merci. D'autres questions? Alors, Audrey Minière, je suis journaliste indépendante. Je me pose plusieurs questions, mais une notamment. Donc j'ai l'impression que finalement, il est assez complexe d'approcher ou d'étudier ce monde ouvrier, autant par le discours du chercheur qui arrive avec un bagage intellectuel important, autant pour le journaliste qui travaille aussi comme il peut, ou autant en politique, avec une professionnalisation du politique qui finalement peut-être éloigne un petit peu de ces mondes-là. Donc je me demandais comment justement aujourd'hui approcher ce monde ouvrier, l'étudier, sans passer par les instances qui ont apparemment du mal à les représenter aujourd'hui. Donc voilà, par quel biais finalement on peut les approcher, les étudier, et puis sans parler à leur place, mais en tout cas voilà, savoir à peu près de qui on parle. Merci. Qui commence? C'est une question compliquée parce que c'est pas dans la vie privée, en dehors de nos métiers, par exemple faire un sport qui est moins segmenté socialement, par exemple, c'est important, c'est-à-dire faire du judo, par exemple, qui est le sport qui est le plus mixte. Socialement, fait que les intellectuels s'y sont assez à l'aise et en même temps on trouve des personnes d'origine ouvrière, il y a le lieu d'habitation, il y a le monde associatif local. Donc là, je dis sur ce qui concerne la vie hors travail. Et après, dans le travail en tant que sociologue, là, je l'ai peu présenté parce que j'ai parlé de manière générale, mais la technique d'enquête ethnographique par immersion, où on réside sur place, où on vit au quotidien, avec des enquêtes longues. Donc moi j'ai fait une enquête, donc ça c'est une recherche longue mais qui est surtout sur documents, sur archives internes. Mais de 2007 à 2012 j'ai fait une enquête sur un bourg industriel auprès d'ouvriers de la SNCF qui réparent du matériel ferroviaire. Le fait de pouvoir être chercheur sans être maître de conférence, ça me permet d'aller habiter sur place, de les côtoyer au quotidien. Mais effectivement je suis plutôt passé par les syndicats parce que c'est beaucoup plus simple et il y a une proximité culturelle. Mais ils sont ouvriers non bacheliers, ils sont ouvriers classiques, ceux qu'on ne voit pas lorsqu'on ne va pas dans les espaces ruraux ou lorsqu'on va que vers les organisations nationales. C'est-à-dire que travailler sur les organisations, c'est effectivement biaisé, mais si c'est une organisation, si c'est un syndicat local d'une petite ville où il y a peu de permanents et pas de permanents nationaux, vous êtes déjà en prise avec un certain milieu. Mais c'est une vraie question qu'il faut toujours avoir à l'esprit pour que le contact soit assez continu pour avoir un échange. Et on a évoqué aussi ce que disait les Passeron sur le rapport quand on discute de ça au milieu intellectuel. Un des moyens, c'est ce que je fais sur mon enquête sur la CGT, c'est de travailler avec certains ouvriers, c'est-à-dire de faire relire certains textes, pas n'importe quel texte, de diffuser, par exemple là c'est enregistré, donc avec certains de mes enquêtés on revient sur ce que je dis, ils corrigent ce que je dis, donc il peut y avoir une coproduction lorsqu'on est, en tout cas, dans les enquêtes ethnographiques où ça parle plus aux enquêtés. Après, avec d'autres types d'enquêtes, c'est difficile. Mais je pense que maintenant, l'ethnographie est moins dans le rapport de défiance par rapport au savoir local, indigène, ouvrier, mais plus dans la construction d'un savoir scientifique, dans une collaboration. Donc ça, avec des concepts spécifiques que l'on travaille.
Et ce que j'ai voulu faire avec ce livre-là, contrairement au premier que vous avez évoqué, c'était de travailler aussi sur l'écriture, c'est-à-dire ne pas être édité chez un éditeur universitaire. Donc Agon publie des universitaires, mais aussi des auteurs ouvriers comme Courrouge. Et le fait de travailler pour ne pas m'adresser que à des collègues, contrairement au premier, je ne fais pas un retour sur l'état de l'art et l'évolution de la littérature sur les mondes ouvriers, parce que pour beaucoup de personnes, c'est secondaire, mais je vais directement à ce que je veux démontrer, en gardant le côté sérieux de l'enquête, mais en travaillant sur la clarté de l'exposition. Ça, on peut se le permettre que comme deuxième livre, quand on a fait ses preuves d'un point de vue universitaire, parce que c'est pas toujours bien reçu, mais je pense que c'est important dans le rendu. Mais effectivement, nos lecteurs sont toujours des lecteurs intellectuels, mais pas qu'universitaires, et c'est déjà bien. Voulez-vous exprimer ? Juste une toute petite chose. Je pense qu'effectivement, la question, elle est aussi celle de... Enfin, le temps du chercheur n'est pas le temps du journaliste. Le temps de l'historien n'est pas le temps du sociologue. C'est-à-dire que même avec 40 ans de distance, enfin, le rapport de proximité n'est pas évidemment le même. Bon, je pense, Julien et Michi a sinon rappelé le reste des contraintes qui se posent. Je crois que... J'insisterai avec lui sur le fait, mais moi j'ai pu le faire parce que c'était une enquête d'histoire très contemporaine, donc c'est de présenter ensuite ces travaux à Liévin, ce que j'ai fait, ça peut donner aussi, c'est pour un historien du contemporain, c'est passionnant parce que vous retestez vos hypothèses a posteriori et vous essayez de savoir si ce que vous avez dit et ce que vous avez conjecturé est exact ou pas. Donc je pense que retourner sur le terrain et ne pas y aller une seule fois en TGV, c'est la première chose. La seconde, c'est effectivement, alors je pense que c'est, tous les milieux professionnels ont leurs idées reçues, leurs stéréotypes, donc les chercheurs comme les journalistes, il n'y a pas de raison, mais sortir peut-être effectivement d'un certain nombre de catégories bien rangées qui circulent. Je pense à ce rapport Terra Nova de la Fondation Terra Nova publié en 2011, disant qu'en gros aujourd'hui les ouvriers, catégorie de nouveau essentialisée, votaient FN et qu'il fallait que la gauche se penche sur les exclus sans qu'on sache très bien est-ce que c'était que ces exclus, sur les exclus, les femmes, les immigrés, comme s'il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas d'immigrés dans les ouvriers. Donc je pense que essayer aussi, mais c'est la tâche première des chercheurs, mais je pense que c'est aussi celle des journalistes, de se dégager de l'ensemble des stéréotypes, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, qui circulent sur la condition ouvrière, sur le monde ouvrier. C'est-à-dire, tout le monde répète les mêmes idées en boucle, essayer de savoir ce que recouvrent justement ces idées en boucle. Mais j'ai conscience que c'est pas facile, et avec pour le journaliste en plus, la question, et elle est évidemment fondamentale, qui est celle du temps, et qui n'est pas forcément facile à régler. Alors, moi, je suis très d'accord avec ce que tu as dit sur le journaliste. Alors ça, je le dis en tant que vécu de l'autre côté du miroir, mais on lit beaucoup de choses sur Hénin Beaumont, on voit beaucoup de choses sur Hénin Beaumont, et alors il y a des choses qu'on voit quand on habite là, on se marre bien, quoi. C'est-à-dire que moi, notamment les chaînes d'information en direct, à qui on paye un aller-retour sur la journée, et puis il faut faire un reportage pour le soir. Et alors ce qui est bien, c'est que du coup, le FN, à l'époque où ils étaient dans l'opposition, s'était transformé en agence de voyage pour journalistes pressés, donc ils leur faisaient un petit bus, ils les emmenaient, je vous promets, c'est des journalistes qui disaient c'est où qu'on peut filmer une rue complètement défoncée comme un coron. Et c'était tout le temps la même rue. Mais c'est une rue, d'ailleurs quand on voit le reportage on dit mais c'est à Hénin ou c'est si en fait c'est cette rue là, mais ils vont vraiment la chercher loin parce que le centre-ville d'Hénin c'est un peu moche et tout ça, mais c'est pas que des corons défoncés non plus, et donc il y avait cette vraie volonté de caricaturer, et alors ça c'est quand même profondément agaçant. Et moi il y a le travail de deux journalistes que j'ai vraiment apprécié, des livres qui ont pris le temps. C'est celui d'Aïdé Sabéran, qui est journaliste de Libération, de Libération de Lille, qui est du Nord-Pas-de-Calais, qui a fait un livre. Moi, j'en ai pleuré quand je l'ai lu parce qu'il est sorti quelques semaines après les élections. Et en gros, quand on lit, on comprend pourquoi, même si on a tout fait pour y croire, toute la campagne s'était perdue d'avance. C'est-à-dire qu'elle explique le paternalisme, le PS corrompu, la perte des illusions, le travail de terrain depuis 15 ans. Et puis nous, on se dit, oui, moi, il y a 15 ans, en fait, j'étais au collège, puis c'était trop tard, et puis voilà, et puis on a perdu. Vraiment, c'est un livre qui m'a paru
parlait, où j'avais l'impression que c'était écrit par quelqu'un de la ville. Et ça, c'était vraiment touchant. Et puis il y a celui de Florence Aubenas. Florence Aubenas, alors c'est pas que sur Hénin Beaumont, mais moi j'avais eu un long entretien avec elle, et puis elle a rencontré beaucoup de gens de la région. Et ça, voilà, c'est quelqu'un qui est venu et qui a passé plusieurs semaines, qui a fait des entretiens avec, qui a pas dit au FN, ouais, donc il y a chez Hénin maintenant, à Hénin, il y a les caricatures, il y a Oktan Nitkowski, le petit, l'enfant du pays, mais qui a fait Sciences Po Paris et qui a écrit un livre, donc il faut l'encourager. Mais c'est des gens que j'adore par ailleurs. Il y a la friterie Gonzalez, les frites du PG, c'est ma suppléante au cantonal, donc je l'adore. Hein, mais alors les gens disaient, c'est où la friterie Gonzalez là, la militante PG qui vend des frites? Ah, c'est là-bas. Et alors le jeune Octave là, il est où là? Il est à Paris ou il est et voilà, tout le temps filmer les mêmes personnes. Et moi, Florence, elle m'avait dit, qui je peux voir qui n'a jamais été interrogé par personne. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Alors après, pour le côté politique, c'est étrange comme question parce qu'en fait, alors peut-être que certains le font, notamment dans la manière dont ils distribuent des subventions et tout ça. Quand ils en ont à distribuer, moi, j'en ai pas, donc c'est un problème qui se règle. Moi, j'ai jamais eu d'approche sectorielle. Je me dis pas comment je parle aux ouvriers, comment je parle aux cadres. En fait, je sais pas si c'est tout le mouvement qui est comme ça. J'ai quand même l'impression, mais chez les écolos, c'est plutôt comment on parle à tout le monde. C'est ça la préoccupation, c'est l'écologie pour tout. Enfin, comment on fait un message qui sera compris par tout le monde et pas un message différent. Alors là, il faut que je chope des ouvriers. Alors là, pour les voix des femmes, je veux dire ça, et pour les voix des homos, je veux dire ça. Enfin, moi, j'ai jamais eu cette approche-là en tout cas. Et on a fait un journal des Verts d'Hénin Beaumont depuis qu'on est élu, donc depuis pas longtemps. On essaye d'en faire 2 par an. Et vraiment dans la rédaction, moi, je me force. On fait pas les tracts écolos écrits tout petit. Moi, j'écris en grand. Je relis 4 fois le truc pour voir s'il n'y a pas un seul mot qui pose problème, qu'il y a un mot qui est évident dans ma tête, mais pas pour quelqu'un qui n'a pas lu le programme 50 fois. Enfin, c'est ce travail-là que j'essaye de mener. Après, par rapport, moi j'ai bien expliqué que j'étais, pour moi la question c'était pas un monde ouvrier ou pas ouvrier dans le bassin minier, c'était un monde minier et le reste du monde, on va dire. Moi je me sens pas en dehors de ce monde-là, donc j'ai pas l'impression. Et c'est un peu comme je travaille un peu sur l'outre-mer au Sénat. Les ultramarins qui débarquent à Paris, souvent ils sont un peu perdus parce qu'ils sont plus d'outre-mer. Pour les ultramarins c'est des Parisiens et puis pour les Parisiens c'est des ultramarins. Moi c'est un peu pareil. C'est quand j'ai commencé à travailler ici, les gens, y compris dans ma famille, disaient, quand je revenais le week-end, ils disaient alors la Parisienne. Alors moi j'étais là, si vous savez comment ils m'appellent là-bas. C'est pas du tout. Donc c'est un peu entre deux mondes et en même temps, je vous le dis très honnêtement, moi le moment où je me sens bien, c'est le moment où je suis à Hénin. Alors les gens à Paris ils comprennent pas, ils disent mais ça va pas, pourquoi tu y vas tous les week-ends? Tu sais, tu peux rester, tu peux dormir chez moi et tout ça. Mais en vrai, quand on arrive à Hénin, c'est calme, on fait tout à pied, on connaît toutes les rues, on connaît tous les gens qu'on croise et il y a cet esprit aussi peut-être village qui mène. Donc moi je me sens pas du tout coupée de ce monde-là, du monde ouvrier. Je me suis jamais sentie dans le monde ouvrier non plus, donc je vais pas faire semblant. Mais cette culture minière, je suis née dedans, j'ai grandi dedans et j'ai pas à me justifier d'y être ou de pas y être en fait. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. C'était une très belle fin. J'espère, Marine, que vous n'avez pas trop souffert d'être parisienne ce soir avec nous. Non. En tout cas, il y aura d'autres occasions, je pense, de se prolonger ces débats avec d'autres intervenants. À bientôt. Merci.